Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast. Salut Olivier. Salut, salut à tous. On va aujourd'hui parler, ça va pas être du tout pareil que le premier, parce que le premier on était parti sur les VHS. Aujourd'hui ça va être plus basé, mais même carrément basé intégralement sur la musique. Alors vous inquiétez pas, on va parler de musique de film aussi, mais on va parler de tout style de musique. Et puis aussi du parcours, de ton parcours Olivier, au niveau de... Parce que je faisais partie d'un groupe, au niveau de la radio ou autre. On va pas... T'inquiète pas, ça va pas être 100% tu sais, spécial Olivier, quoi. Ouais, c'était pas non plus une carrière. Non, mais bon, quand même, 25 ans de batterie, je savais pas que t'en avais fait autant, c'est quand même pas mal. Oui, bah, sur les 25 ans, il y a la pratique. Il y a la pratique, oui. Il y a la pratique. Oui, bah c'est sûr, tu travailles pas le matin Non, avec 10 ans d'un coup, quoi. Ou au moins Non, d'être puis dans c'est la pas matrice. Et, puis c'est pas un travail d'intermittent. Non, voilà. Voilà, ça a toujours été une passion. Et puis, je sais que mon père m'avait acheté une guitare et assez rapidement, je l'avais retournée pour taper dessus. Donc, Ah, lui, il va faire de la batterie, pas de la guitare. Donc, comme d'habitude, on commence le podcast comme le premier, c'est-à-dire avec les films qu'on a vus, enfin, un film qu'on a vu dans la semaine, ou dernièrement. Je sais que là, dernièrement, c'était un petit peu tendu parce que il n'y a pas une raison d'habiter en Normandie, ni en bas de la France. On a eu tous la même chaleur. Donc c'est un peu compliqué de regarder les films. Ou à moi j'ai réussi à regarder un film mais avec le ventilo à 2 cm de ma gueule, quoi. Et je ne bougeais pas. Il ne faut pas bouger, sinon je fonds. Ah oui. Ah, c'était limite ça. Donc on va parler de... Moi je vais parler d'un film. Et Olivier, je vais te laisser commencer. Toi tu voulais plus parler sur le cinéma de Sergio Leone, c'est ça? Alors, ça fait un moment que je n'ai pas regardé de film parce que je suis en plein travaux chez moi. Oui, parce qu'il nous a fait, alors ça va vous faire sourire, il nous a fait des WC, mais incroyables. Même au Buffalo Grill, ils ont pas ça, quoi. Même limite chez Disney, c'est incroyable. Là, les WC, ils sont... Voilà. Mais vous n'allez pas avoir de photos ni de vidéos, puisque de toute façon, dans un podcast comme le premier, vous avez bien dit que c'est vraiment un fond, c'est vraiment pour écouter quand on est allongé, ou on fait autre chose. Et d'ailleurs, je remercie à tous ceux qui ont laissé des commentaires. N'hésitez pas à aussi interagir avec nous, c'est plutôt sympa. C'est la seule chose que je demande. Je demande pas de like ni de pouces, tout ça, mais voilà, si vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, ça nous donne envie de continuer et puis d'interagir avec les gens. Bien sûr, c'est le but. Hein. Ouais, c'est le but. Voilà, c'est de faire plaisir. C'est comme tu disais, hein, c'est les gens, ils écoutent ça en faisant autre chose. Ça. Bah, c'est un plus. Voilà. C'est un plus. C'est ça. Hein, et donc, en fait, tu as fait des WC western parce qu'en fait, c'est un style de cinéma que tu aimes. Comme plein d'autres. Comme plein d'autres. Comme plein d'autres, j'avais des WC un peu vétustes et j'avais envie de décorer ça façon western. Alors, j'ai bien pensé aux portes de saloon à la place de la porte traditionnelle, mais... vu que l'immeuble date des années 70, on n'a pas la même cote aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc il aurait fallu des portes de saloon sur mesure, et comme ça coûte déjà 150 euros, je serais parti sur un budget de 350, 400. Je pense que pour les invités, parce que moi ça me dérange pas, mais pour les invités qui veulent un petit peu d'intimité oui, c'est sûr. quand ils veulent aller aux toilettes, parce que quand on va aux toilettes, c'est pas forcément pour regarder que les revolvers, enfin les pacemakers comme ils disent aux États-Unis, c'est aussi pour faire ses besoins. Donc un peu d'intimité, je pense que le rideau sera la meilleure solution. Un rideau imprimé. Donc quand on ferme, ça recrée l'univers saloon. Voilà. C'est quand même incroyable qu'un podcast, on arrive à parler de WC, quoi. Non, on parle de saloon. On parle de saloon. Après, c'est vrai que
c'est une pièce. Enfin, les miens, je sais que les nouveaux WC, il y a la norme handicapée, Oui, donc bah, c'est quelque chose d'assez large. Ouais, Moi, je suis sur une pièce qui fait 1,2 mètres carrés. ouais. Mais ça laisse quand même des murs intéressants où on peut installer beaucoup de choses. Et Je- tu sais que tu étais la deuxième personne à que j'ai vu ça, parce que la première personne, c'est un gros youtubeur que peut-être vous connaissez quand vous écoutez, si vous écoutez le podcast, qui faisait partie de la chaîne No Life, qui s'appelle Davy Murier, qui lui avait fait ses WC 100% Nintendo. Ah C'est ouais. avec Mhm. la tapisserie Mario, Mhm. il avait mis des comment, des livres à l'intérieur, des choses un Ah peu la comme vache. toi, quoi. Ouais. Sauf que toi, c'est le côté western, tout. Oui, western, oui, parce Ouais, que je vais mettre une petite étagère avec tous les films western que j'ai. ouais, bah, c'est sympa. Moi, je Voilà, trouve en ça passant sympa. par Maverick, et puis tous les films de Sergio Leone, et puis Trinita, on l'appelle Trinita, Mon nom est personne, etc. Enfin, tous les films cultes Ouais. enfin, qui m'ont bercé pendant un bon moment, quoi. Et toi, en fait, Léon, Sergio Leone, pour toi, c'est quoi par rapport au western? C'est quelque chose qui t'a bercé pendant ton enfance, ces films, tout Ah bah, Le Bon, la Brute et le Truand, c'était l'une des premières cassettes quand j'avais le V2000. Le V2000, c'était le magnétoscope qui était sorti en 80, Ouais, hein, qui était en concurrence avec VHS à l'époque. Et moi, j'étais minot et j'étais tout fou. Ma mère avait loué cette cassette-là et j'y ai pensé toute la journée. Et quand je suis rentré de classe à 4 heures, j'avais une seule idée en tête, c'était de regarder le film. Ma ah, mère, ma mère travaillait que l'après-midi, de midi à 20 heures. Et malheureusement, j'avais loué une cassette qui n'était pas rembobinée et je ne savais pas comment faire le rembobinage rapide. Et donc, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était en accéléré, en rewing, comme on dit. ah ouais, d'accord. Je pense que sur la fin, j'ai dû réaliser que Il y avait un problème. ouais, voilà, qu'il fallait appuyer sur stop et puis Tu dis, ah, refaire. moi, mais attends, il dégaine trop vite là. Mais j'ai vu une bonne partie du film à l'envers, en version accélérée, avant qu'effectivement je n'appuie sur le bouton stop et que je finisse de rembobiner le film complètement et de le regarder par la suite complètement avant que ma mère rentre, parce qu'elle rentrait sur le coup de 20 heures. Et moi, à l'époque, je devais être en CE1, quelque chose comme ça, donc à 4h, 4h15, je devais être à la maison. Ça devait tomber au même moment que l'émission de Dorothée, là, D'accord. Récré à deux. Là, et donc pas de Récré à deux ce soir-là, c'était le film. Et le film a dû s'arrêter une demi-heure avant que ma mère rentre. Et j'avais dû mettre le couvert, histoire de dire que tout allait bien. Mais ce soir-là, j'avais pas fait mes leçons, j'avais pas fait mes devoirs, j'avais dévoré ce film-là et c'est plein de souvenirs, quoi. L'ambiance est folle. L'ambiance, et puis même quand il passait au cinéma, il y avait un entracte qui n'existe Ah plus. oui. Oui, Ouais, voilà. comme il était une fois en Amérique, il y avait un entracte. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. les films qui durent 2h30, 3 Ouais. heures. Et Puis puis bon, c'est puis c'est plein de séquences. oui, et puis c'est l'ambiance aussi. Oui, l'ambiance. Moi, ce qui me faisait toujours halluciner, c'est que tu te mettais à leur place. C'est-à-dire que quand tu le voyais transpirer, tu sais, avec la Mhm. chaleur, tu avais Mhm. l'impression d'être avec eux, quoi. Oui. C'était l'ambiance, Mhm. c'était tendu, la transpiration. Puis tout ça était sublimé par la musique de Ennio Morricone. Ah bah oui, Ennio Morricone. Oh, cette musique-là. Ouais, Ouais. incroyable. Et puis ce chasseur de primes que je retrouvais dans les BD Lucky Luke. Oui, ouais. Exactement la même tête. Et ce blondin qu'on n'arrive pas à tuer parce que le bon arrive toujours Oui. à tirer juste et puis à le sauver. Et Et en d'ailleurs, fait, en fait, il s'en sert jusqu'à la fin pour l'aider à trouver le trésor. c'est ça. Avec cette fameuse réplique, moi j'ai le revolver, toi t'as la pelle, creuse. Oui.
Ah, la réplique, ça qui restera gravée à vie, ça. C'est une putain de réplique. Et il y a d'autres westerns, tout. Moi, j'aime bien aimer. Alors, c'est pas du tout de Léon, mais c'est de Corbucci, Le Grand Silence, par contre. Moi, j'ai bien aimé. Ah, mais j'ai pas vu celui-là. Ouais. Tu l'as pas vu, Le Grand Silence de Corbucci? Parce que, en fait, là, il se passe pas en plein été, c'est en plein hiver. Et donc, de voir un western sous la neige, c'est génial. Et l'acteur, c'est Trintignant dedans. Et Trintignant, en fait, il est sourd. Donc, il est muet, quoi. Et la fin, elle est complètement controversée par rapport aux autres. D'accord. Aux autres films de western. Donc, si tu l'as pas vu, donc je vais pas te spoiler, je vais rien te dire. Je vais le noter. Ouais. Il faut que tu le vois absolument, celui-là. De Corbucci, Le Grand Silence, je vous le conseille. Il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça en Blu-ray, dans une collection de Canal Vidéo. Et il ressort en 4K dans pas longtemps là. Mais il est facilement trouvable et franchement je te le conseille, il est très très bien celui-ci. Tout. Et je cherche un autre film avec Trintignant et c'était juste avant qu'il arrête le cinéma et puis que plus tard il reprenne, mais malheureusement c'était au moment où il était malade. C'était le dernier film de Enki Bilal ou le premier film de Enki Bilal. Je crois que c'était Palace Bunker Hotel ou quelque chose comme ça. D'accord, je connais pas. Et Trintignant, là-dedans, il est chauve. D'accord, ok. Et, je l'ai pas vu celui-là. Et à l'époque, le DVD coûtait 120 euros à l'époque. D'accord. Parce que je pense qu'il devait pas être. Ça devait pas être une grande édition. Oui. Donc ça devait être comme à l'époque, avant que le DVD arrive, les derniers vinyles côté dur. Si on prend le dernier Coroner Green qui est sorti en 91 et qui faisait la passation plus ou moins du CD, si tu veux acheter le Green de l'époque, parce que à l'époque il était encore enregistré en analogique, et ben on est à 450 euros le vinyle. Alors que si on achète la réédition en double vinyle, mais qui a été enregistrée en numérique, là on est à 35 euros. D'accord. Ah, ok. Par contre, on a un beau vinyle tout vert, alors que l'autre il est noir, mais au niveau du son, on n'est plus du tout c'est plus du tout le même son. D'accord. Parce que l'analogique, en fait, c'est le son le plus adapté à l'oreille, alors que le numérique, c'est un son qui est beaucoup trop lisse, il n'a pas d'âme, mais par contre, c'est un son qui est parfait. Et l'analogique, lui, il avait ce côté un peu imparfait, mais ce son que l'oreille arrivait complètement à déchiffrer, parce que c'était un son un petit peu live qu'on retrouvait en concert, avec ses défauts, ses grains, son souffle. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que au travail j'ai parlé de vinyle à un client, tout ça, tout. Et on parlait de différence entre l'analogique et le numérique, tout. Et moi, je m'étais rendu compte, par exemple, sur la réédition de l'album Bad de Michael Jackson en numérique, qui n'a pas du tout le même son que l'original. Pas le même son. T'as l'impression, en fait, ok, t'as une qualité CD, mais t'as pas du tout le grain spécial du vinyle, quoi. Voilà. Moi, j'ai jeté des CD. Hein. Moi, j'avais des Motorhead en analogique que j'avais réussi à avoir en CD. Et c'est le jour et la nuit au niveau du son. Oui, Ça a un son de merde en CD. Enfin, pour moi. Ouais. Enfin, en plus, Motorhead, c'est plus un son de garage. Enfin, oui, tout à fait. Voilà, on est vraiment le côté live, le côté contact avec le public. On a besoin de ce côté un peu. Je dirais pas une multitude de défauts, mais on a besoin du côté original et pas du côté trafiqué. Là, le numérique, c'est un côté trafiqué. Alors, on l'accepte côté cinéma, parce que le cinéma, on peut pas. Oui. C'est pas, on n'est pas. Il n'y a pas le côté live cinéma. C'est ça. Et donc on l'accepte bien en 5 points, 6 points, 7 points. Avec les enceintes d'effets derrière, etc. On l'accepte, ce son-là, mais en musique, pour moi, ça passe pas, et je suis pas étonné du retour de la cassette audio, parce que les gens, ils veulent retrouver ce son analogique.
Ouais. Et il y a deux entreprises qui ont été ouvertes, une en France et une aux États-Unis, et qui refabriquent de la bande Ouais. magnétique. D'accord. Parce que il y a des groupes qui veulent de nouveau enregistrer sur bande magnétique. Sauf que dans les studios, beaucoup de choses ont été enlevées, ont été, je dirais pas jetées, mais beaucoup de Oui, mais choses ça a n'existent évolué, plus. et voilà, ça existe Voilà, plus. et enregistrer aujourd'hui en bande magnétique, ça coûterait 4 fois le prix que d'enregistrer en numérique. Ouais. Ça serait plus compliqué, même par rapport au mastering et choses comme ça serait beaucoup plus compliqué. Alors qu'en numérique, ça se fait tout seul. Ouais. Voilà, on met un overhead, on met 2-3 micros sur la batterie, et puis c'est bien assez pour enregistrer, et puis après on peut masteriser comme ça. Et pour en revenir parce que là, t'as pas de choix de film, mais c'est plutôt parler de Léon. Qu'est-ce que tu penses de. Tu l'as vu, Il était une fois la Révolution? J'ai moins aimé, et Ouais. Merci, moi aussi. j'ai moins aimé, et puis il y a eu Ouais. une polémique par rapport à ce film-là, Ouais, parce ouais. qu'il y a la version courte et la version longue. Oui, c'est Et ça. la version longue, on l'a jamais trouvée en fait. Ouais, bah oui. Elle n'a jamais été éditée. Tu l'as appris l'anecdote sur le pont là, en fait, quand il a été détruit, ça plaisait pas à Léon par rapport au plan, donc en fait, quand il lui a demandé de reconstruire un pont pour le refaire sauter après, Oui, oui, je me souviens de ça. Ouais. ça m'a fait marrer. Je dis putain, le gars quoi. Ah oui. Mais j'ai pas kiffé celui-ci, moi. Non, Non, j'ai non, pas kiffé. je l'ai vu une fois, mais j'ai pas de. Non, moi non plus. Non, j'ai pas. Moi, c'est vraiment. Il était une fois dans l'Ouest et il était une fois en Amérique. Il était une fois en Amérique. C'est pour le côté, Et puis tu sais, très enfantin, qui évolue, tout ça. Et puis la trilogie des dollars aussi. Oui, la trilogie des dollars aussi. Ah bah oui, Ouais, surtout. ouais. Après, j'ai pas vu le péplum. Il a fait un péplum aussi. Non, je l'ai pas vu. Non, je Je l'ai en l'ai carte pas vu. postale, mais j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non. Machin de Rhodes, je crois, ça finit par Rhodes, Oui, je sais c'est plus. quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus. Ouais, mais Le Colisée de Rhodes ou un Ouais, truc comme ça. je l'ai Enfin, pas vu. Non, je l'ai pas vu. Je voudrais bien me l'acheter, voir ce que mais j'ai lu 2-3 trucs, c'est pas formidable. Ouais, ok. Bon. Moi, je l'ai pas vu. Après, voir, c'était peut-être dans ses premiers. Hein. Oui. Donc forcément, on se recherche un peu, on n'a pas les moyens, on veut faire, c'est plus une prise de risque Ouais. qu'autre Ouais. chose, quoi. T'as quelque chose à rajouter tout sur Léon? Moi j'ai beaucoup aimé Léon parce que c'était les visages en gros plan, c'était la musique, c'était l'atmosphère, c'était. Une scène. Et puis Une scène. Attends, juste, excuse-moi de couper. Une Ouais. scène. Peut-être que tu vas en parler. Et c'est la scène d'intro dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est la scène de la mouche. Ah. Qui est juste incroyable. Hmm. C'est total impro, tu sais, avec le mouche qui est comme ça. Tout, tu sais, qu'ils attendent Ouais. les trois gars, tout. Elle était juste incroyable, cette scène-là. Tu sais que c'est la plus grande intro de tous les temps. Oui, bah c'est vrai. Bah oui. C'est le plus grand début de film de tous les temps, c'est là, quoi. Avec les visages en gros plan, l'harmonica, etc. Et Claudia il y a- Cardinal. Il y a un malaise là-dedans. Ouais, Claudia Cardinal. Ah bah, Oh là là, Oh là là là. quelle beauté. Et quelle beauté. Ah là là. Mm. Incroyable. Incroyable. C'est un incroyable film. Mm. C'est vraiment Ouais. magistral. Vraiment magistral. T'as autre chose à rajouter? on pourrait parler de plein d'anecdotes, mais après. Oui, voilà, on est plus. Vu que t'avais pas. Alors, faut l'excuser. Il fait chaud. Olivier a pas pu. Normalement, en plus, c'est quelque chose que tu regardes, toi, un film par soir, des coups. Oui, non, mais là, c'est pas trop le problème de la chaleur. Là, c'est la chaleur et le travail et tout. en Là, même temps, tout. c'est parce que je suis dans la peinture. Oui, bah oui, il y avait ces fameux WC. Vous Et êtes au puis, courant qu'il y avait les voilà, fameux les WC, puis j'ai monté mes 2 vitrines. Là, demain, je vais attaquer la peinture par rapport aux vitrines parce que je voudrais faire un fond qui rappelle les illustrations de Dracula. Ouais. Donc Dracula, les couleurs c'est noir, gris, blanc, un petit peu de rouge forcément. Je voudrais mettre une petite pointe de jaune.
et puis je voudrais faire ce mur-là du fond, parce que moi, ça me dit rien de mettre ma collection Hammer Film Dracula sur un fond beige. Ça me dit rien du tout. Ah, t'es en mode artiste là. Oui, mais je voudrais que derrière ça réponde Ah, c'est pour mettre en valeur ta collection, quoi. Oui, en valeur, puis même que ça soit dans la continuité, quoi. Ouais. Ça fait bizarre, sinon. Bah, c'est comme là, le western. Western, j'ai fait un mélange de terracotta et puis de beige, et puis j'ai peint une partie à l'éponge. Donc je voulais une partie mouvement, comme s'il y avait du vent, le sable qui se lève, et puis le côté terracotta, un petit peu le sable qu'on retrouve sur comment ça s'appelle, aux États-Unis, là où John Ford a tourné beaucoup de films. Oui, Monument de Vallée. Ouais, Monument de Vallée. Ouais. Un Monument de Vallée, le sable, il est couleur terracotta. J'en ai ramené d'ailleurs, du sable de Monument de Vallée. Ah oui, tu y as été. Mm. Ouais, ok. Il n'y avait pas un chat. Et je suis allé sur la pointe, la fameuse pointe où John Ford filmait beaucoup John Wayne, des choses comme ça. D'accord, ok. Ouais. Tu sais, là où on arrive vraiment. Ouais. Et Sergio Leone n'a pas tourné là-bas, lui. Non, c'était beaucoup en Espagne. beaucoup en Espagne. Ouais, énormément en Espagne. Voilà. Mais ce qui te manque dans TVC, c'est le menu de Buffalo Grill. Hein? le menu de Buffalo Grill avec les chicken wings, tout. Justement, je voulais t'en parler. Dès que tu vas au Buffalo, Bon, allez. Hein, tu demandes deux cartes. Voilà, c'est ça. J'en mets une de côté et tout. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas cool ça. Le truc, putain, le mec, il a carrément le menu de Buffalo dans les chiottes, quoi. Oh bah tu vas au resto, vous voulez la carte? Non, ça y est, je connais moi. C'est bon, je l'ai tous les jours dans les chiottes. Ah bon, vous êtes un client fidèle? Non, je suis pas fidèle, mais c'est un fidèle autre part. Alors, moi, j'ai maté qu'un film parce que bon, c'est un peu comme Olivier. J'avais beaucoup de choses à faire, puis je suis en mode vacances. Et puis là, moi, j'avais fait mon petit truc. C'est-à-dire que j'avais eu le ventilo à côté et je me suis dit, il faut pas que je bouge pendant 1h30. En plus, le lendemain, je partais en Suisse. Donc, en fait, c'était vraiment histoire. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer sur ce Blu-ray parce que je ne l'avais pas vu. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo des 2 pour 3 à la Fnac, je l'ai eu dans l'eau des 2 pour 3 à la Fnac parce que à la Fnac, tu as certains lots de Blu-ray qui sont en train de chez 2, tu as le troisième offert et il était dedans. C'est le film Les Associés réalisé par Ridley Scott et c'est un scénario de Tim Griffin, celui qui a fait Ocean Eleven. Donc comme acteur, on a dedans Nicolas Cage, donc plus besoin de présenter. Hein. Juste son dernier film que je vous conseille, qui s'appelle The Surfer, qui est vraiment très très bien. J'espère franchement une sortie physique, parce que celui-là est vraiment bien. Il y a en deuxième acteur, je pense que tu le connais, il a une tête de ouf, c'est Sam Rockwell, celui qui a joué dans La Ligne Verte. Qui est enfermé tout au long, tout, et puis qui arrête pas d'insulter et tout. Il a une tête de psychopathe dedans. Et vous avez la très très belle Alison Lockman dedans. Elle a joué dans Big Fish et Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. D'ailleurs, qui est mariée à un réalisateur, alors je ne me rappelle plus de son prénom, et elle a totalement arrêté le cinéma. Elle est apparue dans 2 ou 3 films comme ça, mais sinon elle fait que... Maintenant, elle fait que des cours de théâtre, des choses comme ça. Elle est devenue, entre guillemets, prof. Elle a carrément arrêté le cinéma. Et en musique, on a Hans Zimmer. Autant vous dire tout de suite, tu le sens que c'était sa dernière collaboration avec Ridley Scott, parce que c'est vraiment pas vraiment tip top. C'est pas le Hans Zimmer, voilà. C'est très lambda. Très très lambda. Par contre, le film, il est assez ouf. En fait, il raconte l'histoire de Nicolas Cage qui est agoraphobe et en plus qui a
mais 10 000 tocs. Le mec, il a 10 000 tocs. C'est-à-dire qu'il ferme sa porte 3 fois, il vérifie 3 fois si le loquet est bien mis, il mange que du thon, c'est rangé en 3 piles. Son thon, il l'ouvre avec des gants, les gants, il les jette. Après, il a son assiette perpendiculaire à la table, il a le nombre de fourchettes qu'il veut. Oh. Le mec, c'est le mec toqué. Et il est obligé de prendre des cachets, puisque s'il prend pas ses cachets, c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir dehors. Chaque fois qu'il voit 4-5 personnes ou 2-3 voitures, c'est la panique. Et en plus de ça, il fait un travail, mais un travail justement avec Sam Rockwell, c'est des... le film, ils appellent les associés, mais j'aurais pu l'appeler autre chose. J'aurais pu l'appeler comme les voleurs. Tu vois, leur job me fait penser au job qu'on connaît un petit peu, nous, dans la vie. On a déjà croisé des gens comme ça. Ceux qui font du porte-à-porte. C'est les fameux gens qui vendent, les chineurs, qui vendent une boîte de gâteaux achetée chez Lidl ou autre. Et qui te vendent ça 200 € à des petites vieilles ou des sacs de patates qu'ils ont acheté ça 10 €, qui te vendent ça 100 € quoi. Eux, c'est pareil. Et tu as une fameuse scène au début où en fait Sam Rockwell est en train de baratiner une petite vieille en lui disant voilà, j'ai à vous vendre un appareil qui va vous permettre de boire votre eau, avoir une eau beaucoup plus saine. C'est incroyable, vous allez voir, c'est un truc révolutionnaire. Ils lui vendent ça, mais à plus de 300 €. Et la caméra, elle bouge et tu vois l'appareil sur la table. Et en fait, tu as une étiquette, c'est marqué 35 $. Quoi. Et ça me fait délirer parce que même Sam Rockwell, en fait, il a du mal. Et tu as Nicolas Cage qui rentre dans la salle, dans la pièce. Et Sam Rockwell le regarde et il dit ouais, tu peux reprendre. Et donc il reprend le téléphone, il dit à Adam, oui, mais vous voyez pas ce que vous allez acheter, c'est extraordinaire, vous aidez la planète, tout. Mais c'est des gros voleurs. Et lui, il va se passer quelque chose, c'est un jour, il va recevoir le coup de fil de son ex-femme qui va lui apprendre en fait qu'il est papa depuis de nombreuses années. Et lui, il décide, avec les conseils de son psy, de pourquoi pas, pour aller mieux dans sa vie, qu'il a moins de toc ou autre chose comme ça, qui se donne une nouvelle vie, une nouvelle option d'aller voir sa fille. Et donc là, il va voir sa fille, interprétée par Alison Lockman, et va se lier une amitié entre eux. Et tout au long du film, on voit ce père qui a jamais connu sa fille, qui va lier d'amitié avec, au restaurant, faire comment ça s'appelle ça, du bowling. Et puis il va lui apprendre aussi, malgré lui, quelques petites techniques, tu sais, au niveau du travail, parce que elle ne comprend pas. Il lui dit qu'il est antiquaire, il a une super baraque avec une piscine, il a un flingue chez lui, donc elle ne comprend pas. Et donc il va lui expliquer quelques trucs. Et là, moi, je vais me couper ici. Parce que tout la fin m'a resté sur le cul. Mais je ne peux pas l'expliquer, c'est du gros spoil. Je suis vraiment tombé sur le cul. Parce qu'en fait, on s'attache tellement au personnage de Nicolas Cage et de Alison Lockman, entre père et fille, qu'à la fin, on se dit putain, ah là 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 là. J'en dis pas plus parce que ce serait un méga spoil. Je te le conseille. Tu les trouves facilement en Blu-ray. C'est de Ridley Scott et ça change vraiment de son style de film, de ce qu'il a fait avant. J'étais vraiment surpris, mais agréablement surpris. Donc je te le conseille. D'accord. Je pense que tu m'avais dit que tu l'avais dans ta collecte, que tu n'avais pas le temps de le voir. J'en ai pas mal, de Ridley Scott. Ouais. Hein. Là, en ce moment, c'est un peu éparpillé chez moi, donc ce sera plus facile de répondre à cette question le mois prochain. Parce qu'il faut que je réaménage toutes mes vitrines, donc il y a beaucoup de mouvements à faire, et puis je vais rajouter d'autres étagères un petit peu plus loin, quoi. Donc là, je vais pouvoir mieux étaler, et puis que ça soit moins fouillis, entre guillemets, quoi. Et je vais parler vite fait, parce qu'on en a parlé pendant le premier épisode, du film que tu as conseillé, que j'ai regardé, que je suis désolé, que j'ai pas du tout aimé. Ah oui. L'ambiance était bien, c'était bien parti, c'était très Hammer, tout ça. Par contre, en fait, tu as dû mal me comprendre quand je te parlais de jump scare. C'est cette façon dont la caméra
te faire voir quelque chose qui va arriver en mode sursaut. Voilà, c'est ça le jumpscare. Et en fait, dans ce film, il y en a trop, beaucoup trop. Sur la fin, surtout. Ah non, au début, beaucoup. Le mec, quand il regarde dans son miroir, il regarde une fois, 2 fois, 3 fois, il voit rien, et 4e fois, t'as un qui arrive à fond. Pareil, quand il est planqué sous les escaliers, parce qu'il y a la maîtresse de maison, il est comme ça, puis il regarde, il n'y a rien, et il retourne sa tête, ça vient. Et tout ça, moi, alors, je sais qu'il y a des gens que ça marche. Moi, ça ne fonctionne plus du tout. Mais du tout. Voilà. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Les jumpscares, je déteste ça. Pour moi, ça tue un film. Je préfère avoir un film d'horreur où tu t'imagines les scènes. Oui, mais c'est par rapport à... Oui, mais là, le personnage, il est quand même pas mal imbibé. C'est un drogué. Voilà, je peux comprendre que le réalisateur a voulu faire voir ça par rapport à quelqu'un qui se drogue, si c'est vrai ou pas. Voilà. Mais moi, ça m'a fait. Tu vois bien, il a besoin d'avoir sa dose. Ouais, je sais bien, mais moi, ça m'a fait trop décrocher le film, ça. Parce que j'ai tellement vu. Alors, c'est moi. Alors que moi, je suis resté dans le personnage. Oui, mais moi, je me suis dit, le pauvre bonhomme, quoi, il voit des fantômes partout. Après, c'est un peu normal qu'il voit des fantômes partout parce que c'est l'une des plus grandes maisons hantées de Los Angeles. Après, je sais pas, j'ai trop de vues de films comme ça avec les jumpscares et ça me tue. Oui, mais là, ils étaient obligés d'en faire. Je sais bien, mais bon, moi, ça m'a tué. Ça m'a sorti du film. J'ai pas trouvé en plus les acteurs vraiment bien. J'ai du mal. C'est pas bon. D'accord. Voilà. Bon, après, ça reste une série B. Faut le regarder comme une série B. C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Il y a un côté, alors, je dirais pas documentaire, parce que... Non, c'est pas documentaire, mais t'as l'histoire qui se fond sur une histoire vraie, quand même. C'est ça. Voilà. Mais j'ai pas accroché. Pour moi, c'est juste moi, c'est parce que c'est trop de jumpscares ou autre. Voilà, ça c'était nos parties films. À chaque début de votre podcast, on va parler d'un film qu'on a vu ensemble. Et puis aujourd'hui, le podcast est consacré à la musique. Et moi, j'ai énormément de questions à te poser. Déjà, la première base, c'est que je me rappelle quand je suis venu chez toi. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Il y a énormément de collections de DVD, de Blu-ray, de goodies, d'univers, que ce soit films d'horreur, fantastiques, western et autres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour au niveau de la musique parce que c'est quelque chose que toi que tu aimes et que tu adores. Quel est ton lien avec la musique depuis tout petit, parce que tu m'as dit que tu écoutais beaucoup de métal, tout ça, c'est venu quelque chose, t'étais très rock ou c'est une base qui a évolué quand t'as vieilli, tout simplement? Je fais partie d'une famille de musiciens. Oui, déjà à la base, voilà. Mon père est guitariste et à l'époque il avait fait un 45 tours avec un groupe, donc il était très blues. D'accord. Très blues. Un groupe connu? Non. Non. Mon frère est devenu intermittent du spectacle. Il a 6 groupes maintenant. Il a 6 groupes, il donne des cours de guitare, il fait de la guitare sèche, il fait du banjo, il fait de l'harmonica et il chante. Ah ouais, donc c'est une famille très de musique. Ah oui, il fait blues, country, puis il fait aussi des choses, des groupes pour les enfants, comme le groupe Mandarine, par exemple. D'accord. Voilà, donc puis bon, après il fait aussi des balles, des choses comme ça, parce que c'est des soirées qui rapportent. Faire un bal, c'est jouer de 21h jusqu'à 5h du matin, mais c'est 1 000 €. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, faut que tu apprennes. Par contre, il faut apprendre un répertoire de, je sais plus, 40, 50 morceaux, quoi, en très peu de temps. C'est des chansons à la con, inintéressantes pour la plupart, mais voilà, c'est un cachet à la fin, quoi. Et toi, moi là-dedans, j'avais l'âme, la musique a toujours bercé, puisqu'il y en avait toujours à la maison. Ouais, tout le temps.
Mais, mais ce qui a été l'effet déclencheur, c'était le son. Moi, le son du blues me faisait pas tellement vibrer. J'aimais Stevie Ray Vaughan, B.B. King et toute la clique. J'aimais bien, hein, mais moi j'avais besoin d'un son plus chaud, d'un son plus éraillé. Ce qu'écoutait ton père, c'est ça, ouais, et mon père, il avait ses périodes aussi un petit peu hard rock. D'accord. Alors, je dirais pas métal, mais hard rock. Donc il écoutait du Saxon, il écoutait du AC/DC, et c'est ça qui m'a branché et qui m'a lancé vraiment dans ce style. D'accord. Et donc dès 79, je me suis intéressé à ce style-là. Ok. Ouais. Donc, Et de là, en fait, comme tu expliqué en off tout à l'heure, c'est que ton père t'a offert une guitare et toi, aussitôt la guitare, non, c'était. Tu t'es senti le besoin de faire de la batterie plutôt de la guitare. Ouais, parce que c'était. Le côté ce style. De taper. Voilà, ce style, voilà. C'était taper. Énergique. C'était l'énergie. Je voyais beaucoup d'énergie dans ce style-là. Et quand j'ai écouté un Back in Black avec la voix éraillée de Brian Johnson, bon, j'avais entendu un petit peu l'ancien chanteur avant, Bon Scott, ouais. Mais ce côté éraillé, puis plus tard un Motorhead avec Orgasmatron en 86, et puis entre-temps un Dio avec The Last in Line, ou un Saxon avec Strong Arm of the Law de 81. Il y avait tout. Ouais, il y avait une énergie. Il y avait une énergie, voilà, il y avait des solos, il y avait une voix, il y avait de la puissance, il y avait tout ça, quoi. Et quand je faisais les courses avec ma mère, à l'époque, il y avait les bacs. Je sais pas si tu as connu ça, toi, les grands bacs avec toutes les cassettes dedans, et on pouvait choisir les cassettes. Oui, oui. Et c'était, en général, c'était pas une jaquette, c'était une photo. Et c'est là que j'ai retrouvé, par exemple, le premier, je pense que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, live de Judas Priest, sorti en 79, Unleashed of the East, tourné au Japon. Ok. Et là, voilà, c'était une claque dans la gueule. La révélation. Ah bah, plus qu'une révélation, Ah, là, c'était un choc. Hein. C'était un choc, une voix haut perché, une mélodie, on était en plein heavy metal. Et plus tard, 3 ans plus tard, 3-4 ans, il y a eu le fameux Peace of Mind d'Iron Maiden. Ouais. Et c'est plus tard que j'ai entendu la version avec Paul Di'Anno. D'accord. C'est-à-dire de 79, avec la première maquette et puis les 2 premiers albums, avant que Di'Anno ne soit remercié fin 81 pour que Dickinson, à l'époque qui s'appelait Bruce, soit délogé de Samson pour rejoindre Maiden et faire l'album anthologie The Number of the Beast en 1982. Ah oui, tu t'es forgé une culture de fou là-dessus, quoi. Mm. Ah ouais, ça s'entend quand tu parles tout. Ah ouais, c'était la révélation, quoi. Mm. Ah, Et là-dessus, ça m'a pu quitter. Hein. Ouais. Donc depuis l'âge de 7 ans, quoi. D'accord. Et donc, tu as fait de la batterie Et après, j'ai appris la batterie. J'ai fait 4 ans de cours. Et c'est en 92 que, grâce à la rencontre de Guillaume, qui était à l'époque bassiste, ouais. qui est devenu guitariste, puis après guitariste-chanteur, qu'on a commencé à former le premier groupe. D'accord. Ok. Et c'est là qu'on a commencé à répéter dans un abattoir. Alors ça m'a fait sourire quand tu l'as dit en off tout à l'heure, tout. Comme je disais, tout, on cherche un nom du groupe, Carcasse. Non, j'ai déjà pris. Non. Enfin, je sais pas si à l'époque Carcasse existait. Carcasse, non,
quoique, Ouais, quoique, parce que je pense que l'un des musiciens sortait de Napalm Death. Oui, Napalm Death qui avait Napalm créé Death, ça. le grindcore à Ouais. l'époque, ouais. Avec des titres qui allaient de 1 à 2 secondes. Et en fait, Mm. ce mode abattoir, c'était juste quelques jours, quoi, comme tu disais. C'était une. Oh, on a dû répéter, ouais, 3, 4, peut-être 5 fois, mais ce qui était embêtant, c'est qu'on pouvait pas laisser le matériel. Donc on perdait beaucoup de temps à ramener toute la batterie, monter la batterie, montrer les amplis, et puis bah fallait tirer des rallonges dans tous les coins parce que Putain. dans un abattoir il y a pas de Mais courant ça quoi. allait l'odeur, tout. Ah bah c'était bon, on jouait les portes ouvertes, hein. Mais tu m'étonnes. Mais je crois que ça a pas duré j'ai plus trop de souvenirs là-dessus, mais je crois que ça a pas duré trop longtemps parce que bon, on devait obligatoirement jouer les portes ouvertes, hein, à cause de l'odeur Ah bah. et le personnel, bah, il n'en pouvait plus quoi. On faisait du bourrin. Ah oui, c'était pas. Ah oui, c'était. Bah oui, parce que dans les abattoirs, ils travaillent le samedi, oui. Ah ouais, bah oui. Donc. Puis bon, à l'époque, on était tous énervés. On faisait du Sepultura, Ah bah bah, oui. des trucs énervés, du Megadeth, Ah bah ouais, ouais, tu m'étonnes. et puis bon, on devait jouer pas très bien quoi, hein. Donc des trucs bourrins, jouer pas très bien, bah, ça effraie un peu les gens quoi. Mais ils font quoi, mais ils vont revenir. Bah oui, mais c'est samedi prochain, ils reviennent. Non. Ah bah moi je pose ma journée. Tu m'étonnes. Ouais, donc après, en fait, t'as fait ça chez quelqu'un, tout, c'était beaucoup mieux, tout. Après, je pense que ce groupe-là, oui, je l'ai plus ou moins quitté pour rencontrer d'autres personnes. J'ai quand même embarqué Guillaume avec moi. D'accord. Et là, on a fait un truc plus soft, plus heavy metal, qui sonnait. C'est, ça me fait sourire. Excuse-moi de te couper, ça me fait sourire quand tu dis ça parce que on dirait le monde du groupe de rock. Parce que ça me fait penser au film La Bamba où en fait le mec il arrive dans un groupe, tout ça, et puis en fait il est pas exploité à fond. Il dit ouais, je m'en fous, je fais mon groupe à Rouen, et puis j'embarque l'autre. Voilà, tu vois. Ça se passe souvent dans les groupes comme ça, tout au début. Oh, un groupe, c'est très très fragile. Ouais, 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 c'est très fragile, un groupe, hein. Ça se monte, ça se démonte très très facilement, hein. d'accord. Ah oui, oui, ben, on le voit bien, il y a beaucoup de groupes qui se Oui, séparent, bah oui. qui se reforment, des gens qui s'en vont, qui reviennent. Bon, c'est un petit peu plus compliqué quand on est professionnel parce que ben, on est sous contrat. Donc, on veut partir, on peut pas trop Oui, partir, quoi. bah ouais. Il faut casser le C'est contrat, rare etc. que des groupes restent tout Mais, le temps ensemble, tout. mais des groupes amateurs, oui, c'est facile. Ouais. Enfin, Ah, ça, c'est ça, facile. ça fait toujours mal, Oui. mais c'est courant. C'est courant. Bah tiens, un tel, il fait plus partie du groupe. Mais par contre, on va prendre Michel, là, il revient la semaine prochaine, Ouais, machin. bah voilà. Mais voilà, Ouais, bah oui, oui. et Oui, oui. puis après, ben, on joue avec plein d'autres groupes. Donc après, les groupes se mélangent. Ouais, Ah ouais. bah oui, bah toi t'es sympa. Puis en général, quand on est amateur, les groupes c'est plus par affinité. En fait, bah, on va jouer avec machin et machin parce que ben on rigole bien ensemble, on va boire des bières. Oui. On n'est pas trop par rapport à une question de niveau. Ouais, mais l'autre il joue mieux. Bah oui, mais l'autre il boit pas. Et ça t'est arrivé dans un groupe d'avoir un mec, lui, en fait, compte, il dit non, moi je veux en vivre, je suis à fond, Ah les oui, oui, gars, oui, oui. pas le temps de boire une bière, il faut qu'on soit à fond. Ça t'est Ah oui, arrivé oui, ah ça? oui, oui, ah Ouais. bah oui, 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 des groupes qui veulent quelque chose de sérieux, qui ouvrent un site, qui veulent bah, faire des t-shirts, monter une association, donc bah, qui fait partie de l'association, qui est le chef, le trésorier, Ah ouais, le vice-président. Alors là, on n'est plus ouais. dans le truc où Oui. on va boire des bières. Là, Ouais, on est ouais. dans le truc où il faut bosser. Bon, bah alors la semaine prochaine, on bosse ça, ça, ça. Et puis, si tu fais un peu de travers, bah alors t'as rien branlé maintenant. Bah. Et toi, ça Et là, t'intéressait pas des trucs comme ça, toi? bah, sur la fin, j'étais sur. Enfin, t'étais dans les trucs comme ça, Ouais, toi. j'étais quand même sur des trucs comme ça, mais bon, il n'y a plus le côté familial, quoi. Il y a plus Ouais. le côté, là, on sent que on est là pour quelque chose, quoi. On est là pour, bah, pour essayer de trouver des concerts,
Ouais. Et puis. Et donc, tu as fait combien de groupes? Combien de groupes? Oh, j'en ai fait pas mal. Ouais, tu en as fait pas mal. Ok. J'en ai fait pas mal. J'étais pas mal stabilisé avec Otherside à l'époque. Et puis. Bah, j'avais rencontré un bassiste qui s'appelait Yvon. Yvon qui m'a fait connaître d'autres personnes et qui était stabilisé sur Lisieux. Et, et, là, et là, on a pu développer le groupe Désillusion. Désillusion. D'accord. Désillusion. Je suis resté une bonne dizaine d'années avec eux. D'accord. Ah, ok. Et entre-temps, j'avais retrouvé un groupe de thrash qui s'appelait Demosis. Demosis avec Diego. Mais Diego, malheureusement, il est tombé en face de la drogue. Machin, il était plus trop très, très équilibré. Donc, et puis, bon, à un moment donné, il me fallait faire un choix. Donc, je suis resté dans Désillusion. Jusqu'en 2009. Et puis après, c'était la période des covers. Donc Oui. j'ai fait un cover Motorhead. Et puis après, j'ai refait un autre groupe qui refaisait plus du style années 70. Donc on était plus sur du Black Sabbath, Led Zeppelin, D'accord. etc. quoi. Ok. Mm. Ok. Avec des reprises de Creedence, des choses comme ça. Et c'est ce groupe-là, à la fin, que tu as commencé à faire des festivals, à monter ton festival, Ah tout non, les bouger. festivals c'était avec Désillusion. Parce que D'accord. Désillusion c'était vraiment. On était vraiment sur quelque chose de sérieux. On avait enregistré 2 albums. On était allé en studio. Des albums que tu peux retrouver sur YouTube ou... Non, Non. c'est des albums qu'on. On était chez Brennus quand même, distribué par Brennus. Les D'accord. Brennus, bon, voilà, c'est assez local. Hein. Ouais. Mais on est sur les magazines Brennus, on était dessus. D'accord. Hein. Donc on pouvait participer au festival Brennus. Ok. Voilà. Et c'était beaucoup des reprises ou c'était Non, non, vous avez votre propre... il y avait des reprises. Il y avait Oui, des reprises et il y comme, avait des propres... comme Accept, comme Maiden, D'accord. etc. On avait des reprises dans cet acabit-là. Un peu de Saxon, une de Saxon aussi. Une de Ozzy Osbourne, Mr. Ok. Crowley. Ah, ok. Mais non, sinon c'était que des compos. Et ce qui était bien, c'est que sur la fin, le public chantait nos compos. Ah Ça, ouais. c'était bien. Ah ouais. Ah, ça porte. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça Mm. c'est bien ça. Ça, c'est bien. Et la dernière date qui était importante, peu de temps avant que je parte, c'est la date avec Blaze Bayley, celui qui a remplacé Bruce Dickinson dans Maiden. D'accord, ok. Mm. Il avait arrêté son groupe, je me rappelle plus comment ça s'appelait, pour reprendre Maiden. Et après, il a formé son propre groupe. Au début, qui s'appelait Bayley, mais ça n'a pas fonctionné, donc il l'a appelé Blaze Bayley. Ok. Voilà. Et là, les gens ils se sont dit ah bah c'est Blaze machin. Donc, et ces 2 premiers albums étaient vraiment bons. D'accord. Et le problème, c'est qu'il a sorti son premier album en même temps que le retour de Bruce Dickinson, c'est-à-dire Brave New World. Ah, ok. Et donc, Bayley était en concurrence avec Brave New World, qui était sorti en 99-2000, et donc il n'a pas fonctionné. Ok. Et Ouais, après, donc... c'était le début de la chute, quoi, parce que le personnel quittait le navire, il a pris d'autres personnels, puis après, etc. Ouais. Et puis après, les gens, ils ont plus trop suivi. Hein, puis voilà. Et puis lui, entre-temps, il est tombé malade. Et nous, quand on jouait avec, déjà, je trouvais qu'il buvait des choses à moitié bizarres. Ah ouais, d'accord. Mm. Ok. Il avait des grands verres avec un liquide violet. De l'absinthe Je mélangé sais avec pas. autre chose. Je sais Ouais. pas. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec Lemmy de Motorhead qui buvait un truc que lui seul pouvait boire. Donc, D'accord. Oh ouais, ok. Et puis on a eu beaucoup d'anecdotes quand on a tourné avec Vulcain. Ouais. Mm. Du genre.
Bah, Allez, un petit peu, un petit moment. l'attitude de Lemmy, quoi, qui avait besoin de sa bouteille de Jack Daniel tous les jours, Ah ouais. qui avait besoin de sa groupie avant d'accéder aux interviews, qui avait besoin. Voilà, il était. Enfin, la vie de rock'n'roll, quoi. Ouais, la vie de rock'n'roll, quoi. La vie d'un rocker, quoi. Mm. C'est... Et toi, tout ça, en fait, ouais, tout à l'heure en off, tu me disais que tu avais arrêté, tu as décroché totalement tout. Dans quelle période? Bah nous, enfin moi, c'était par rapport au travail. Au Ouais, travail dans le t'arrivais métier. plus à suivre? Non, dans le métier que je faisais, il y en avait plus dans la région. Donc D'accord. j'étais obligé de partir en grand déplacement. Ah, ok. Et j'étais avec madame. Et ben, si je partais en grand déplacement, je revenais le vendredi. Et puis le samedi, c'était pour aller en répète. Ouais. Voilà quoi. Ah, ouais, oui, tu Et à un m'étonnes. moment donné, Ouais, fallait faire des choix, quoi. ouais, faire des choix. C'était pas facile. À un moment donné, bah, le choix a été plus simple dans le fait qu'on avait fini notre petite tournée de promotion par rapport à l'album et qu'on devait repartir sur une base nouvelle. Et donc là je me suis dit c'est peut-être le moment de partir à ce Ouais, moment-là, quoi. ouais, La boucle est bouclée. Je me suis dit aussi que bon, j'allais peut-être pas totalement arrêter, que j'allais peut-être repartir sur des groupes plus simples. ouais, ok. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait le cover Motorhead. Voilà, c'était beaucoup plus détendu, quoi. Ouais. Même s'il y avait beaucoup de boulot, parce que Motorhead c'est pas Oui, non bah, plus, c'est sûr, c'est sûr. c'est pas non plus, Non, c'est pas Chantal Goya. Non, c'est clair. Euh, C'est clair. euh, Bah ouais, ouais, donc ouais, c'est une grosse période quand même assez intense au ah niveau oui, des oui, grosse groupes, période, tout, bon, on va dire de 94 à 2009, quoi. ouais. Mm. Alors, et je m'excuse, hein, c'est pour le cas si vous entendez des prix d'hélico quoi derrière, parce que le dictaphone là, lui, il capte tous les sons parce qu'il fait chaud, hein, donc on est obligé de la fenêtre ouverte. J'espère pas que ça s'entend un petit peu trop, hein. Donc je suis désolé si vous entendez. Euh, Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, parce que là, on est un peu sur un podcast de musique, donc on parle de musique, mais ce qui m'intéresse, c'est ton passage à la radio 666. Alors, la radio 666, c'est une radio locale à Hérouville, Mhm. pour tous ceux qui sont dans le Calvados et région de Caen, tout ça, je pense que vous connaissez. Et déjà, cette radio, à la base, tu l'écoutais, et est-ce qu'elle a passé tes titres de ton groupe Alors moi j'ai connu 666 avec une émission qui s'appelait Interférence. Ouais, Interférence qui était présentée par Christophe. Christophe qu'on appelait Baron. le baron. Oui, parce qu'il quand il avait soif, il faisait pas semblant. Euh, et donc c'était à la même période que la fameuse émission Boulevard Rock'n'Hard qui passait sur la 6. Ok. Ah, t'as vu, hein, avec tout- tous les clips de l'époque, Ouais, ouais. hein, moi ça m'a fait connaître plein de groupes, hein, Cinderella, comment ça s'appelle, bon, le groupe que j'ai moins accroché, là, qui avait fait Dr. Feelgood à l'époque, Oui, je vois, c'est. comment ça s'appelle, avec les 4 photos, le premier album, là, Ouais, ouais, je vois. euh, mince, je l'ai plus Je en m'en tête. rappelle plus. Je l'ai plus en tête, mais bon, voilà, il y avait plein C'était d'anecdotes. présenté par qui, ça d'ailleurs Bah, un France, je m'en rappelle plus. Ouais. Je m'en rappelle plus. À un moment donné, j'ai parlé de lui sur Facebook et ce qui était marrant, c'est qu'il était en train de lire ce que j'ai, Ah ouais. ce que Ah ouais, j'évoquais. c'est drôle. Ouais, ouais. C'est sympa. Mm. C'est vraiment drôle. Parce Ouais. que bah, moi, du coup, j'ai racheté les cinq coffrets DVD D'accord. de cette période-là, hein. Ok. Ouais. Mm. Et t'étais Donc, pas trop enfant du rock, tout ça? un petit peu, si. Ouais, si, Oui, quand si, même. si, Ouais. un petit peu, ouais. 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 Mais bon, bah, quand ça s'est sorti, Ouais. c'est bon. Bah, pour moi, c'était un cran au-dessus, quoi. Ouais, bah oui, Voilà, c'est ça. ça me parlait. Musicalement, ouais, tu vois, c'était plus dans ton C'était des style. groupes que j'avais déjà en vinyle, parce que à l'époque, j'achetais beaucoup de vinyles. Dès que je travaillais un petit peu,
les périodes de l'été ou les vacances de Pâques ou d'hiver, c'était pour acheter des vinyles. Moi, j'allais à 1000 francs à l'époque en vinyle, moi, ça me faisait pas peur. Oui. Et c'était des vinyles, à l'époque, c'était 41 francs. Oui, à l'époque, ouais, Donc, cher. moi, quand je repartais avec un sac, 1000 francs sur 41 francs, bah, je repartais avec, je sais pas, plusieurs dizaines de vinyles. C'est drôle que tu parles de ça, parce que cet après-midi, j'ai regardé une vidéo sur une chaîne YouTube qui est tenue par Laurent Baffy, qui s'appelle Coloscopie, et il a invité Bob Sinclair, le DJ, et justement il expliquait que dans les années 80, bah, lui en fait il mixait qu'avec des vinyles, et donc en fait quand il les achetait dans les boutiques à Paris, l'autre il disait ouais bah tu ramenais tous tes vinyles, tu avais tout ce qu'il il disait non, j'avais pas tout, parce que bon à l'époque un vinyle ça coûtait assez cher quoi, donc quand tu n'avais pas d'argent il fallait choisir quoi le bon vinyle quoi. C'était ouais, ça valait son prix. Moi, je mettais, je mettais une moitié. Bah, j'étais chez mes parents, je mettais la moitié. Oui. La moitié de mon salaire, c'était dans les vinyles. À l'époque, c'était le magasin, je crois que c'était Interférence. Ouais. Bah, ils hallucinaient. Ah, salut Olive, oh la vache, on t'a mis une pile là sur le côté. Ah, bah, je prends. Bah attends, mais il y en a 48. Ah ouais, non, c'est impeccable, nickel. Oh la vache, ouais, tu devais avoir une putain de discographie. Ouais, bah là il m'en reste un petit peu, à peu près 600. Oh la vache, ouais, putain. Et donc en fait, tu as intégré la radio 666, et comment? Ah bah c'est Interférence. Après on a connu Christophe, on a été le voir. Et après, on a commencé à répéter avec Guillaume. Et c'est Guillaume qui plus tard, lui, avait fait son émission un autre jour, mais dans le même style qu'Interférence. Et Guillaume, lui, il était en contact avec une personne de Roadrunner. Ah ouais. Et donc, quand on avait fait notre première démo, on l'avait présenté à ce bonhomme-là. Et il nous avait dit, ah bah c'est pas mal, mais bah ça manque de hargne. On sent que vous en voulez pas encore assez, quoi. Faut retourner dans l'abattoir. Voilà, faut retourner, du style, faut répéter plus, quoi. Ouais. Et les titres, il disait, non, il y a des bons riffs, mais on sent pas la hargne. Enfin, on sent pas... il faut donner plus de couilles dedans, quoi. Voilà, en gros. Mais par contre, bah, comme vous faites une émission, bah, vous avez le droit de passer à Roadrunner Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des interviews. Et qu'on est allé à Roadrunner Paris. Et puis la dernière fois en off, on a parlé, t'as fait quand même... Je suis assez sur le cul parce qu'en fait, moi je te parlais un petit peu de mon parcours, un petit peu le parcours musical, beaucoup moins étoffé que toi, parce que pour dire vite fait, moi, je ne suis pas du tout une famille du tout de musiciens. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à écouter la musique grâce à des radios, à des animateurs vraiment, vraiment connus. Et puis après, le métal, moi, j'ai commencé vraiment à écouter ça au lycée, à m'intéresser au death metal, après au black metal même. Wow, ouais, jusqu'au black metal. J'ai écouté des trucs que je pourrais plus écouter maintenant. Black metal, j'ai jamais. Genre Decide, les trucs comme ça, quoi. Ah oui, Decide, ouais. Decide, ouais, on pourrait dire que c'est du. Moi, c'est le personnage qui me faisait marrer. Lui, il était frappadingue. Avec la croix à l'envers sur le front. Oui, voilà. Qui me fait vraiment, vraiment penser dans le style à Rob Zombie, quoi. Oui. Rob Zombie, bah, d'ailleurs, Rob Zombie, j'ai connu au lycée son premier album à Rob Zombie avec son groupe qui s'appelle White Zombie, c'est ça? C'était White Zombie. Ouais, là, on n'est plus du tout dans le même style. Non. Là, on était plus. Là, c'est plus du white ou du white metal ou du néo metal ou des choses comme ça. Alors moi et à cette époque-là j'ai commencé à écouter 666, l'émission de rock, tout ça. Alors ça se trouve j'étais tombé sur ton acolyte et toi sur ta voix, quoi. Donc c'est bien possible. Mais ouais, j'ai eu mon gros passage de métal et autres. Et donc en fait la dernière fois quand t'es passé à la maison autour d'une bonne bière, on se remémorait
les musiques de notre enfance, tout, de notre adolescence plutôt. Et quand tu m'as dit que quand on a parlé d'Obituary et surtout de Fear Factory, j'ai dit putain, qu'est-ce que j'adorais ce groupe-là. Et donc en fait, tu as fait l'interview de Fear Factory, c'est ça que tu me disais? On a parlé avec Burton Sibel, comme avec toi. Hein. Incroyable. Ouais. Incroyable. Il était sur une chaise, comme si on était copains, quoi. Incroyable. Moi, j'ai une anecdote là-dessus sur Fear Factory, c'est que ça me fait marrer, c'était pour dire que ma famille est complètement au-dessus de ça, quoi. C'est qu'un jour, on se met le DVD de Mortal Kombat et il y a la musique de Fear Factory, tu sais, pendant le combat, et j'étais comme ça, je dis putain, c'est du Fear Factory dedans, putain, et j'étais fou, moi, tu vois, j'entendais le son, j'étais fou, et mon père, ma mère, qui dit. Moi, j'étais en transe, quoi. Ouais. J'adorais cet album-là. Oui, des Manufactures. Ah, des Manufactures, ouais. Et donc, après, il y a eu Remanufacture, mais Remanufacture. En version. En version. Boîte à rythme. Ouais. Moi, j'adorais ce côté, tu sais, métal. Un petit peu électro, tout ça, c'est un mélange de tout. C'est de l'industriel. Ouais, de l'industriel, voilà. C'est de l'industriel, hein, c'est du trash def industriel. Parce que sa voix, elle passe au clair et après elle est saturée. Ouais. Donc on a un côté trash, oui, parce que c'est très saccadé. C'est beaucoup sur la grosse caisse. C'est beaucoup de je sais plus comment on appelle ça à la grosse caisse. Et après c'est des voix claires, saturées et des effets un peu usine, parce que Factory c'est l'usine. Ouais. Hein. Donc beaucoup d'engrenages. C'est ce que j'aimais moi, le côté engrenage. De machines, voilà. C'est ce que je ressentais, tu vois, on bifurque, mais c'est ce que je ressentais par exemple dans le son, dans tout ce qui est l'imagerie de Lynch. Tu sais, les engrenages, tout ça. Tout. Oui. Tu vois, on y revient toujours. On y revient. On y revient, c'est dingue, quoi. Là, c'est le côté moderne. Voilà, c'est le côté moderne. Mais on y revient, il y a quelque chose. Et lui, il était vraiment sympa. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est cool d'avoir complètement accessible. D'avoir des gars accessibles comme ça, tout, c'est trop cool. Cool. Autant j'avais croisé plusieurs fois Rob Flynn. Rob Flynn, c'est le chanteur de Machine Head. Machine Head, ok. Lui, il n'en pouvait plus. Il avait une tête. Il venait de sortir le premier album de Machine Head. Ouais. Nous, on avait été à la tournée de Slayer. Slayer qui tournait avec son nouveau batteur, Paul Bostaph, en 94 pour Divine Intervention, la fameuse tournée Divine Intervention avec Machine Head, parce que Machine Head tournait beaucoup avec Slayer, parce qu'ils s'entendaient bien ensemble. Rob Flynn, qui avait quitté le groupe Violence pour monter ce groupe-là, et puis qui avait pris le titre de l'album de Black Sabbath, non, de Deep Purple, okay. Machine Head, voilà. Et lui, en fait, il était perché, lui lui, il était perché. Quand on a fait l'interview, il n'était pas là, lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, il avait une tête, c'était un melon. Impossible de lui parler. Ah ouais. Autant les autres, sympa, le batteur, tout ça, sympa. Mais alors lui, non, il n'en pouvait plus. Et pourtant, on avait croisé tous les journalistes de différents magazines. Parce qu'on était là, nous, à côté, on prenait des photos en même temps que les magazines. On était avec Kerrang, on était avec tous ces magazines-là. Ah ouais. Oui, parce qu'à l'extérieur du Zénith, ils se prenaient en photo. Tu sais, pour les magazines. Oui, tout à fait, ouais. Et ta meilleure anecdote dans toutes ces années passées à 600... Toi, t'as fait combien d'émissions? 666 tout Je suis pas resté très longtemps, j'ai dû faire 2 ans, à peu près. D'accord. Ouais, et ton truc, c'était tu te faisais quoi? Tu t'intervenais sur des groupes que tu aimais? T'avais une petite playlist? C'était pas souvent qu'on allait faire des interviews. Ah d'accord, ok. En général, la maison de disques, elle nous offrait des cadeaux et qu'on essayait de faire gagner à la radio. D'accord. Voilà, parce que partir sur Paris pour le truc, ça faisait un budget.
à l'époque, je te parle de ça en 93-94. Ah, puis c'était avec votre propre argent, parce que c'est sur 66. Voilà. Bien sûr. Ah voilà quoi. Voilà. Le seul truc qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas à payer, c'est l'entrée du Zénith. Hein. Ouais. Après, il fallait quand même payer l'essence, il fallait se loger, et tout ça. À l'époque, on ne travaillait pas, on était étudiants. Mais donc on n'a pas fait beaucoup. On a fait Si, j'avais fait Creator aussi. Une petite soirée. Une petite soirée Creator. Mais hors interview, dans l'émission même, tu intervenais souvent ou tu faisais. C'est toi qui choisissais les morceaux, tout Oui, je ramenais des cassettes, ouais. D'accord. Je préparais les cassettes. Ok. Bon, une fois ou deux, je me plantais. Il mettait la cassette, il restait une seconde Ah, oui. de la chanson d'avant. Ça faisait. Et puis. Et puis quand il passait le morceau, et putain, mais t'as mal calé. Ah bah oui, attends, je pense. Bah oui, mais quand tu l'as mis, t'as dû rembobiner un peu. Mais non, j'ai rien fait. Ah, mais ça, c'est l'esprit radio local, c'est ça qui est voilà, bien. Quoi. Après, je préfère ça que de taper 2 titres pour 1 heure de pub sur Énergie, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, puis on se faisait des slogans qui étaient pas mal. Tu te rappelles, hein, celui que je t'avais écrit là. Oui. Alors j'étais là en train de chiffonner une feuille. Et puis il me disait, bah qu'est-ce que tu fais? Et puis je le regardais, et puis je disais, bah t'occupes. Olivier, j'aime pas quand tu me causes comme ça, tu me les casses. Et puis après, c'était le slogan 666, la radio qui craint. Il y avait des trucs de fou dans cette radio tout. Oui, moi, j'avais un pote qui travaillait là-bas en tant que stagiaire. Donc, son boulot, c'était d'aller chercher du café à Carrefour et puis, tu sais, préparer le café. Et puis, quelquefois, il aidait les gars, tu sais, derrière le micro, il mettait la musique, tout ça. Et le mec, il lui expliquait qu'il y avait une émission, un peu comme une émission de radio libre, à l'époque de Fun Radio avec Max et le débat de Gérard, tout ça, où en fait, quand il avait invité 2 SDF dehors, tout, tu sais, à venir dans les locaux pour parler. Et ils avaient foutu le bordel, il y en avait qui avaient germé par terre, ils les avaient chartés, mais c'était parti en vrille et tout, mais laisse tomber quoi. Moi je me souviens des gens qui faisaient l'émission juste après nous, et je voyais des bangs, des trucs comme ça. Oui, bah. Et ça doit être une émission Rasta ou oui, comme ça. Et l'autre, il avait déjà préparé de quoi fumer. Ouais. Il y avait... Mais qu'est-ce que t'as dans le sac à dos? Bah, j'ai ça et ça. Oh la vache. Bah, le pote qui a été en stagiaire, en fait, il s'était lié d'amitié avec un couple qui avait une émission d'électro. Et en fait, moi, j'avais été, c'est à cette époque-là, en fait, où j'adorais l'électro, c'était mon passage vraiment musique électronique. Toute la passage, tu sais, début 2000 de la French Touch avec l'éclosion de Daft Punk, tout ça. Et je me rappelle que quand j'avais été là-bas, déjà, on se fait une pause musicale, il y a 2 titres, on a le temps de fumer, il sort dehors, il sort le gros pétard, quoi, tu vois. Et puis le mec dans le groupe, enfin dans le couple, tu voyais à sa tête qu'il prenait pas des Doliprane pour se calmer de la tête. Hein. C'était le genre de truc qui te faisait bondir, rigoler, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. La drogue, c'est mal, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais voilà, tu le ressentais que c'est un autre esprit là-bas. Et ta meilleure anecdote, toi, dans les interviews, les choses qui s'est passées là-bas, t'en as peut-être une qui en sort plus que les autres. Pas plus. Non. Où tu t'es dit, putain, là, franchement, j'ai de la chance d'être ici. Bah, c'est quand t'es derrière la scène au Zénith. Ouais. Et nous, c'était en plein festival. Donc, t'as les gens de... Il y avait Biohazard à l'époque. Biohazard. Waouh. Ah bah oui. Ah oui. Ouais. Alors là... Biohazard, t'as Fear Factory. Là, Olivier, je t'interdis de dire que t'avais pas de la chance. Là, c'est quand même... là, tu tournes la tête, tu vois que des gens que t'écoutes chez toi. Quoi. Ah ouais. Ah, c'est fou, quoi. Ah oui, ça c'est fou. Et il y avait l'autre groupe aussi. Et Sepultura, vous l'avez jamais eu en interview? Non, Sepultura, c'était monté beaucoup trop. C'est pareil, Slayer, c'était impossible à interviewer. Ah d'accord. Okay. Non, Slayer, j'ai croisé comme ça vite fait Kerry King dans un couloir, mais tu peux pas les interviewer. Là, c'est vraiment réservé à des magazines. D'accord. Ok. Là, on pouvait pas. Nous c'était C'était Radio 66, la radio qui craint. Nous, c'était les petits jeunes, voilà. Ouais, voilà.
on valait pas grand chose, quoi. Après, quand t'as Kerrang ou d'autres comme Metal Hammer, on a vu les gars de Metal Hammer. Et t'en as fait des petits groupes en interview où tu t'es dit putain, ces gars-là, je sens que il va y avoir quelque chose plus tard, toi, qui. Ah, j'aurais il bien va être voulu. connu et tout. J'aurais Non. bien voulu. Ah ouais. À Rockard, non, Hard Rock Magazine, oui. Ouais. Hard Rock Magazine, c'est eux qu'on dit que Sepultura allait arriver à quelque chose. Ah ouais. Bon, moi, ouais. j'ai les premiers. Ouais, j'ai encore des interviews de Schizophrénia, on va dire milieu années 87. Et là, ils disent, ouais, là, il va se passer quelque chose. Ça aurait été magique que tu l'interviewes et puis que tu te dises en sortant avec ton pote, Bah oui, là, mais il y a quelque chose fallu, quand même. Là. Oui, mais là, il aurait fallu qu'on soit un peu plus âgé. Ouais, mais tu sais, un petit groupe, quoi, et que tu sortes et que tu sens quelque chose. Tu dis, putain, ces mecs-là, la façon de parler, la façon de jouer. Après, il y tout. a Et des que groupes. plus tard, des années plus tard, tu les vois en haut d'une affiche, quoi. Tu Ah te oui, dis. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, non. Ça ça doit Par être contre, fou, tu as interviewé des petits groupes et qui ont sorti des belles choses, oui. Ouais. Mais il y a plein de groupes qui sortent des belles choses. Mais après, bon, c'est le coup de chance. Hein. Ouais. C'est le coup de chance, c'est les labels, c'est les distributeurs, voilà, il faut que ça morde. Il y a plein de groupes qui ont sorti plein de trucs et puis puis un an après, ils n'existent plus. Bah moi dans le même style, c'est pas. Alors moi j'ai pas fait une interview, pas de radio comme toi, rien du tout. Mais dans notre style, moi ça m'est arrivé pareil avec Daft Punk. Moi Daft Punk en fait, moi j'avais été à la Fnac et c'était un vendeur de la Fnac qui m'avait dit tiens, écoute ça, ces mecs-là, c'est un truc de fou. L'électro qu'ils font là, c'est un truc de malade quoi. Il dit, ça marche très très bien dans les petits clubs à Paris et tout. Et en fait je l'avais ramené chez moi et c'était le premier album de Daft Punk, Homework. Et quand je l'ai écouté, je fais waouh! Et j'ai fait écouter à mes potes, à mon entourage, tout. Ils étaient sur le cul, quoi. Bah, t'as vu ce qu'ils sont. Bon, maintenant ils sont séparés. Mais t'as vu la notoriété et tout. Hein. Et je me rappelle que j'ai expliqué ça à mon fils, tout. Et je disais, moi je les ai connus. À la base, en plus, eux, ils étaient à la base dans un groupe punk, tout ça. Ils s'étaient fait critiquer sur la presse anglaise qu'ils avaient nommé comme des faux punks, quoi, des mauvais punks et tout. Et donc, ils ont fait leur groupe là-dessus, quoi. Et donc, ouais, c'est un truc marrant qui me ressort à chaque fois. Que le mec, le vendeur, dit tiens, un prix vert là-dessus, c'est tout nouveau, tout. Et quand tu vois la notoriété, maintenant, c'est assez fou, quoi. Alors en interview, non, j'ai pas interviewé des futures têtes d'affiche, mais je me souviens que sur Rennes, j'avais fait un festival où j'avais vu des groupes qui n'étaient pas encore connus et plus tard ils sont devenus connus. D'accord, ok. Ça, je me souviens de ça. Du style Bah, j'essaie de me rappeler. Ah, tu te rappelles plus du nom? Non. Là, le nom va pas me revenir. Mais c'était un pote qui m'avait amené voir, c'était pas trop connu à l'époque, c'était Lofofora. Ah, Lofofora, ouais. Et c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. On n'entend plus trop parler de ce groupe-là. Non, c'est clair. Mais oui, c'était au niveau des textes, c'était bien. C'était pas mal tout. Alors moi, j'ai eu cette grosse période de death, tout ça, tout. J'écoutais énormément tout. Et puis après. Qu'est-ce que tu as aimé dans le def? Parce que tu citais Obituary. Obituary. Ça, c'est un album qui m'a. Ouais. Alors, pas forcément le premier, mais le deuxième. Non. Le deuxième m'a scotché complètement. Là. Le Cause of Death m'a. Si, ce que j'adorais aussi, c'est Megadeth. Ah oui, Megadeth, ouais. Ah putain, Megadeth, tout. Mais quelle période? Alors, il y en avait une qui me. Il y en avait. Alors, je sais plus quel album. Il y a un titre qui chante un petit peu un refrain en français ou un truc comme ça, tout. Ah, Tout le monde. Oui, voilà. Ah, Tout le monde. Alors ça doit être. C'est quel album ça doit être Euthanasia, non? Je crois que c'est. À tout le monde, à tous mes amis. Oui. Je vous aime, je dois partir. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Cette période-là que ça doit être Euthanasia, il me semble. Ouais. Mais je suis pas persuadé. Ouais. J'avais des titres chez Megadeth aussi qui étaient incroyables. T'aimais bien, quoi? Megadeth, oui. La première partie.
la toute première partie avec Killing is my business, Oui, ouais. and my business Ouais. is good, avec des titres qu'il avait écrits avec Metallica. Oui, Parce qu'il y a 4 titres dans le premier album de Metallica qui sont écrits par Dave Mustaine, hein, The Four Horsemen par exemple. Et il y avait le titre Mechanics, ça j'avais bien aimé. Et toute la suite j'avais bien aimé. Hein. Après il y a eu la rupture parce que il était trop drogué. Quoi. Et puis il est bien revenu avec son équipe, sa nouvelle équipe en 90. Et il a réussi à former cette équipe-là parce que je pense que son oncle c'était Alice Cooper. d'accord. Et Alice Cooper justement a essayé de relancer le groupe et le groupe avait fait un titre pour le film de Wes Craven, Shocker. Oui. Shocker, il y a un titre de Megadeth et juste après il a formé son équipe avec que des tueurs. Il y a eu quelques groupes de métal qui ont fait des titres pour des films, hein, beaucoup même. Hein. Ah oui. Il y en a beaucoup, tout. Je regardais encore mes vinyles, là, il y a Dokken pour le film Freddy. Oui. Mm. T'en as un qui me fait toujours marrer, c'est le premier Ace Ventura. Ah oui. Ouais, quand tu rentres dans la salle de rock, je sais plus c'est quel groupe. Ace Ventura, ça va être avec le chanteur de Anthrax. Voilà, c'est ça. Et c'est Armored Saint. Voilà. Voilà. Il se coule la tête. Armored Saint, j'aimais beaucoup. Ah, ça me faisait délirer, ça. C'est dommage. Voilà. Bon. Mais moi, après, j'ai eu mon. Ouais, je te dis, avant de quitter ça, j'ai eu ma période black metal. Et black metal, il y avait des trucs. C'était. Des coups, c'était de la bouillie. Black, c'est trop. C'était de la bouillie. Comme Cradle of Filth. Ah. Alors, moi, j'avais le t-shirt parce que j'aimais bien leur style. Oui. Tu vois, le style très gothique, vampire, tout. Les jaquettes de CD, ils étaient incroyables. Incroyables. T'aimais bien, toi? Éventuellement les jaquettes, mais le style, j'ai jamais. Le style, ça allait trop loin pour moi. Ouais. Il y en avait un aussi que j'avais écouté, que j'aimais bien un tout petit peu. Mais en fait, en regardant leur jaquette, tout ça, je dis, ouais, le mec, il doit être bien barré et tout. Après, je sais pas si c'est commercialement comme ça. C'était Bathory. Ah, Bathory. Alors, Bathory, il faut savoir que c'est le groupe d'un seul bonhomme. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, je crois qu'ils étaient 2. Ouais. Ils étaient 2, il y en avait un qui faisait la batterie, puis l'autre, il fait le chant et puis le reste. Quoi. Oui, ces jaquettes et avec les boucs, tu sais, les trucs les pentacles, les croix à l'envers, c'était vraiment. Comme Venom. Oui, voilà, c'est ça. Venom, le début du black metal, hein, Venom. Par contre, ce que j'aimais chez eux, en gros, c'est bizarre, c'est pas réellement les instruments ni la voix. C'était les musiques, tu sais, les nappes musicales, tout, qui faisaient très gothique, tout ça, tout. On revient sur les films d'horreur, les choses comme ça, tout. C'était pas mal, tout. Mais le plus pareil de tout, moi qui est au-dessus, tout, c'est Decide, avec son chanteur, je sais plus comment il s'appelait, lui. Je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Mais je sais qu'il s'était fait une croix à l'envers. Oui. Et il avait juré qu'à l'âge du Christ, il se tuerait. Oui, c'est ça. À 33 ans. Et puis à 33 ans, il a eu peur. Il a dit non, j'ai une connerie là. Non. Et puis en fait, non, il l'a pas fait. Oui, il l'a pas fait. Et puis bon, après, je sais pas ce que ça a donné, Bathory. Non, pas Bathory, mais Decide. Ouais, je sais pas du tout. Je me rappelle même. Sinon, après, moi j'ai découvert le premier album de White Zombie. Et franchement, je trouvais qu'il y avait des sons vraiment sympas. Moi, j'aimais bien. Hein. Toi, t'es. White Zombie, jamais trop, non. Non, t'as jamais trop accroché. Non, peut-être un titre ou deux, mais. Ouais. Non, je sais pas. Il y a des styles comme ça que j'aime pas. Tout ce qui est Korn, le new metal. Ouais. J'ai du mal. Bah, par exemple, le groupe là qui est dans un film de Lynch, qui est un groupe allemand là. Rammstein. Ouais, Rammstein. J'ai jamais accroché. J'aime pas du tout. Jamais accroché. Mais Rammstein, ça fonctionne parce que à la base, c'est 5 pyromanes.
D'accord. Donc il joue là-dessus sur scène. Et puis il y a beaucoup de, comment on pourrait dire, comme leur clip, c'est, il y a, il y a un côté pervers, mais il y a un côté où ils vont vraiment trop de l'avant, et Ouais. ça doit plaire, ça doit plaire au public, ça. Et Mm. Mais on... musicalement, mais je ne le retrouve pas. Ouais. Je trouve que c'est creux. Et puis bah, le chant c'est vide pour moi. Et on rebondit sur Et tout cet aspect-là, tout ça là. Mm. Marilyn Manson, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, Ouais. ça fait partie des styles que j'ai du mal. Moi, il n'y a qu'une titre que j'ai lu et que j'ai adoré. C'est le cover qu'il avait fait, tu sais, pour la musique de Eurythmics, à Sweet Dream. Ah, d'accord. Ça avait passé dans un remake d'un film d'horreur. C'était ah, tu sais, dans une maison, dans non, un gros hôpital psychiatrique qui rentre dedans et qui se ferme. C'est un remake tout avec le professeur Van Hackett qui est à moitié malade tout et puis qui torturait ces gens tout. Et en fait, c'est des personnes qui rentrent dans l'asile et ils sont enfermés et en fait, ils doivent survivre toute la nuit. Et le dernier enfin le dernier qui est survivant Oui, gagne un maximum de poignons. D'accord. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Comme La Maison des Mille Morts ou... Non, la maison des mille morts, c'est vraiment une maison avec. Je fais une maison avec des mille morts. Non, c'est avec une famille de malades mentales. Là, en fait, on est sur un couple où D'accord, le ouais. mec qui est riche, qui tient des parcs d'attractions, et il est à moitié frappadingue, il déteste Ouais, sa femme. d'accord. Et en fait, il loue Hmm, un ancien hôpital psychiatrique où il s'est passé énormément de choses dedans. d'accord. Et en fait, Oui, ça me- ils sont un groupe qui est invité par hasard à passer la Hmm. nuit dans cet endroit. Mais tu l'as jamais vu celui-là? Bon, après, il y a Bah, pas, il y a hein. pas mal de films Ouais. qui sont Et un peu donc, comme ça, comme Antise, par oui, exemple. voilà. Donc, oui, bah, c'est dans les mêmes périodes. Oui, En fait, voilà, c'est dans les mêmes Antise. périodes. Après, il y a les films de Robert Wise Ouais. qui sont comme ça. Euh, D'ailleurs, bah, le film. ce film que je te parle, c'est un remake de toute façon. Plus, c'est Ouais, un ouais, remake de l'époque tu sais, du film de Robert Wise, tout ça. ouais, Tout. ouais. Je l'avais vu au cinéma, il était, ouais, j'avais trouvé vraiment sympathique. Puis en plus, j'étais avec une belle Mais- petite jeune fille, elle a eu peur toute la séance, donc j'en ai profité. Ah, Je peux le dire, madame, écoute pas, donc j'en ai profité bien. C'est le mec qui s'en rappelle de ça, quoi. ah oui. Non, mais le film était vraiment sympa. Tu te rappelles quand même un peu du film? Un petit peu. Un petit peu. Mais oui, non, si tu retrouves le titre. Je Oui, vais faire. ouais, je vais te redire. Mais je vais oui, te redire oui, ça. bah, après des films comme ça, il y en a plein. The Haunting, quelque chose comme ça, là, Oui. tu sais, avec Peter Cushing. Mais voilà, pour reparler de musique, Marilyn Manson, le cover qu'il avait fait dans le fameux cover de Sweet Dream, D'accord. je l'avais trouvé plutôt sympathique. Ouais, vraiment très très bien. Et toi, à part le rock, tout ça, t'aimes d'autres styles de musique, l'électro, tout ça, est-ce que tu aimes ou il y a des choses que tu t'arrives pas ou il y a des choses que tu t'intéresses un petit peu? Bah, moi, c'est le son, hein. Ouais. C'est le son. Moi, faut que ça soit métallique, quoi. Faut que ça soit. Moi, j'aime pas trop la musique où tu appuies sur un bouton. Ça m'intéresse pas. Maintenant, si c'est mélangé, j'accepte. Après, il y a des musiques qui sont composées par un bouton, mais qui sont vraiment très très belles, hein. Il y a des artistes Ah oui, vraiment chouettes, hein. oui, mais je Tu sais vois, pas. dans les têtes, par exemple, un Céron qui a fait souvent des musiques de films, tout ça, Mhm. tout. Moi, je trouve comme compositeur vraiment extraordinaire, Ah, quoi. Il y a des bons compositeurs. je reste ouvert, hein, Ouais, bah oui, à oui. écouter. Mais bah, je parle appuyé sur un bouton parce que Oui, je vois ce que tu veux parce dire. qu'il y a 2 ans, Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas été à la fête de la musique, et puis il y a 2 ans, je suis descendu à la fête de la musique, j'ai vu ces camions, et puis j'ai vu des bonhommes avec des casques sur les oreilles, et puis appuyer sur des boutons.
hocher la tête et puis, ouais. puis voir des gens danser devant. Et je me suis dit, ça, c'est pas du tout la fête de la musique. Ouais, c'est ça. Ça c'est de la boîte de nuit, ça. Ouais. Ça, c'est une boîte de nuit extérieure. C'est pas du tout la fête de la musique. La fête de la musique, c'est. C'est un mec qui enchaîne les disques, c'est tout, voilà, point barre, quoi. Bah oui, il y a pas moi, d'invention, je comprends pas que la mairie accepte ça. Il y a des soirées pour ce genre de choses. Moi, la fête de la musique, c'est des jeunes groupes qui sont là pour se faire plaisir et puis pour jouer ce qu'ils ont appris. Mais moi, je te rejoins là-dessus parce que moi, dans mon parcours de vie, j'ai été disque jockey, toi. J'ai travaillé dans des discothèques. Je faisais des soirées privées, tout ça, mais en aucun cas tu m'aurais vu à la fête de la musique, quoi. Si tu m'aurais vu dans la fête de la musique, j'aurais pas été à l'extérieur, j'aurais été dans un bar où c'était vraiment, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Après, il y a des DJ, tout ça, moi, qui ont un peu changé ma vie, quoi. Par exemple, je vois un gars comme Laurent Garnier, moi, je le trouve extraordinaire, un DJ français, mais incroyable, tout. Ses compositions sont assez folles, quoi. Voilà, quoi. Moi, j'adore. Après, lui, c'est un ancien, hein, ça date de F Communication, des débuts 2000, tout. Le mec, il s'est produit aux États-Unis, tout ça. Il a été chercher l'électro aux États-Unis, à Chicago, pour l'amener en France, tout. C'est vraiment les pionniers, tout. En plus, tu vois, toi, on parlait de la locomotive, tout. Lui, il s'est souvent produit là-bas, tout. C'est vraiment l'éclosion de l'électro. Mais moi, j'ai eu un moment donné dans ma vie où c'était plus la musique alternative. Moi, j'ai connu toute la musique alternative. Ben, j'en ai noté des groupes parce que je me rappelle plus à chaque fois. Il y en a tellement. Tu as du Aurora Borealis, tu as du Dead Can Dance, tu as du Graham Armstrong, In the Nursery, Anne Clark, extraordinaire. Tu as Michael Nyman. Art of Noise aussi, qui est dans l'alternative, qui est génial. Après, j'ai connu tous ces groupes-là grâce à une émission qui était animée par Max, qui faisait de la radio libre sur Fun Radio à la bonne époque. Où, bon, ça, moi, je kiffe pas trop. Genre, t'appelles parce que j'ai le problème avec ma copine, j'arrive pas à m'éclater avec, tu vois, ces solutions-là. Je trouve que pas à appeler la radio pour ça, voilà, quoi. Moi, c'était plus le gars, ce qui m'a fait connaître. C'est grâce à lui, il m'a fait connaître des gens comme les Daft, Carl Cox, Aurora Borealis, Laurent Garnier. C'était un gros fan de musique électro, mais surtout de musique alternative. Et moi, j'ai des souvenirs où à l'époque, je travaillais dans la sécurité. Donc je travaillais tous les week-ends de 20h à 8h du matin et le dimanche aussi. Et le dimanche, il y avait une émission où il était toujours en direct, c'était de minuit à 1h du matin, qui s'appelait Banane Nocturne. Et là, il mettait que de la musique alternative. Donc il mettait tout style de groupe, mais de la musique d'ambiance. Par exemple, énormément de Dead Can Dance, Art of Noise. Il y avait aussi du Joe Hisaishi, c'est le compositeur japonais, celui qui a fait toutes les musiques de films de Kitano. Ah oui. Donc, et qui a fait aussi de la musique de Ghibli. C'est là aussi que j'ai connu certaines compositions méconnues de Ennio Morricone. Lui, c'était le seul à la radio à passer ça. Enfin, sur des énormes radios. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'autre côté de Skyrock ou Énergie. Franchement, passer ça à la radio, c'était tout juste incroyable. J'ai connu des groupes, mais de fou. Et j'avais repris cette base à mon ancienne chaîne. J'avais mon petit groupe d'abonnés, de viewers. Et en fait, ils venaient et je faisais le dimanche de 23h à minuit, je leur passais de la musique pour leur faire reconnaître ce que j'écoutais avant, tout ça. Et les gens, ils kiffaient. C'est un style à part. Voilà. Mais moi, le groupe que je ressors plus dans cette période-là, c'est Dead Can Dance. Dead Can Dance. Il faudrait que tu me dises les albums. Alors, moi, j'en ai noté 3 j'en ai noté 4 parce qu'ils en ont fait 11 albums. Moi, j'en ai 4. Pour moi, c'est l'absolu. C'est en 88, c'est The Serpent Egg. 90, c'est Ion.
93, c'est Into the Labyrinth. Et 2018, c'est Dionysos. Ils sont extraordinaires. J'adore. Après, tu as Brendan Fraser et tu as Lisa Gerrard. Donc, c'était le groupe ensemble. Ils sont séparés je crois qu'en début 2000, ils sont refaits ensemble et ils sont requittés en 2022, mais c'est assez flou. On parle de problèmes de santé ou autre parce qu'ils sont assez âgés. Mais elle a une voix. J'ai été les voir, comme je te disais, à Beauregard. Tu as l'impression d'être au paradis, quoi. Tu vois, c'est une voix. Bah, elle s'est fait connaître avec la bande-son de Gladiator. Ah oui. Voilà. Tu sais, les gens, quand ils disent. J'en ai beaucoup entendu parler, tu sais, qui disent ah ouais, la musique de Gladiator, ouais, bah, c'est Lisa Gerrard. Ah ouais, Lisa Gerrard, c'est Dead Can Dance. Ah non, je connais pas. Ah ouais, voilà, c'est une voix incroyable. Il faudrait que je me commande ces quatre-là. Ouais. Et c'est plus une musique à écouter sur vinyle. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ouais, faut... Ah oui, moi je les ai pas achetés en CD. C'était interdiction. Je voulais vraiment en vinyle. Je voulais vraiment en vinyle. Voilà. D'accord. Ah ouais. Lisa Gerrard, j'avais marqué quelques petits films qu'elle avait fait en musique. Gladiator, il y a The Mist. Alors The Mist. Ah, The Mist. Ouais, la scène de fin. Quand il est dans la voiture, ouais. Oh là là. La fameuse musique, c'est pas Lisa Gerrard, c'est Dead Can Dance, parce qu'il y a Brendan Fraser avec. C'est le titre The Host of Seraphine. Le clip, il est assez fou. Notez-le sur YouTube, vous tapez The Host of Seraphine. T'as qu'un plan où tu vois dans un pays oriental un mec sur une vieille chariote pousser un âne l'âne pèse 10 kilos, qui pousse comme ça tout. Et en fait, tout au long comme ça, et plus la musique va dans le côté larmoyant, plus tu vois, plus triste. Et là, tu vois toute la détresse des enfants, tout ça dans ces pays. Le clip, il est absolument incroyable. Et de l'avoir repris dans cette scène dans The Mist, c'est fou. La musique, quand je me rappelle cette scène de fin dans The Mist. D'ailleurs, même, je sais pas si tu connais l'anecdote, Stephen King a dit... Déjà, Stephen King a du mal à finir ses livres. Les fins, elles sont toujours assez ratées. C'est même lui qui le dit. J'ai du mal à finir mes livres. Mais là, quand il a vu la fin de Darabont, il a fait... Putain, mais pourquoi j'ai pas trouvé cette fin-là? Lui, il a trouvé extraordinaire. Il y en a plein qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Je trouve le mec, il est. Mais tu te dis putain, mais pourquoi de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas 50 000 solutions. Et tu te dis putain, le mec. Mais... Il est encerclé. Ah ouais, tu te dis putain, tu dis des mecs, mais en fait. Bon, faut pouvoir le faire. Ouais, mais le truc, c'est que. Bon, on va spoiler parce que peut-être vous l'avez vu. Le truc, c'est que. Il tue son fils, il tue la fille et les deux personnes derrière. Et il veut se tuer lui. Et puis il n'y a plus de balles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la voiture et il voit les monstres arriver dans le brouillard. Et il dit venez me tuer. Et le brouillard s'arrête. Et qu'est-ce que tu vois? Les militaires, les survivants, quoi. Tu dis putain. Oh merde, putain, quoi. Tu vois, tu te dis putain, il n'aurait pas eu de balles du tout. En fait, quand ils seraient toujours en vie, les gens, quoi. Cette fin, elle est folle. Elle est folle. Moi, j'adore le film. Alors, c'est vrai qu'il fait un petit peu série B sur les monstres. C'est un petit peu tout. Certains personnages sont un petit peu chiants. Mais moi, j'aime bien. Ah oui, j'ai bien aimé. Ouais, j'aime bien. Et puis le panel d'acteurs, tu vois que c'est bien, c'est Franck Darabont, tu ressens, il y a même les mêmes acteurs que tu retrouves dans tous ces films, que ce soit L'Anne Verte ou autre, la réalisation est vraiment folle. Et donc cette musique de fin de Lisa Gerrard, enfin de Dead Can Dance plutôt, était folle. Il y a une autre musique de Lisa Gerrard aussi qui m'a marqué, je sais pas si tu as vu le film, c'est Révélation, avec Al Pacino. Ah, Révélation, oui. Ouais, et Et c'est avec... celui qui joue dans Gladiator, Russell Crowe. Oui, voilà. Cette scène où en fait, tu sais, il est chez lui et il s'en rend compte que en fait sa femme l'a quitté, ses enfants sont partis et qu'en fait il est dans la merde parce que il a voulu témoigner, tu sais, contre les effets méfaits du tabac. Et puis t'as plein de paysages qui passent tout et t'as une musique, je sais plus composée par qui, et t'as la voix de Lisa Gerrard dessus, quoi. C'est cette scène là. Et je trouve que, je pense que tu vas être d'accord, c'est que si
t'as certains films, il n'y aura pas de musique, ça ça va pas relever la scène, l'intensité de la scène. Ah bah bien sûr, la musique est importante. Hein. C'est ça. C'est comme la photographie, c'est comme... ouais. Ça fait partie d'un tout. Hein. C'est clair, c'est ça. Bah, j'ai un peu parlé moi de tout ça, on peut parler vraiment vite fait aussi de musique de film. Toi, tu as des compositeurs de musique de film qui te revient tout comme ça, tu dis putain. Pas spécialement. Non, ouais. Non, c'est plus des thèmes, comme Star Wars par exemple. Oui, voilà, c'est des thèmes musicaux toi, qui te. Star Wars, les sagas hein, en général, hein, qui restent hein, tout le temps. Alors que ce soit saga de films ou des séries. Hein. Ouais. Bah, un peu plus au niveau compositeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est Ennio Morricone aussi. Oui, Ennio Morricone, oui. Compositeur, oui, forcément. Moi, c'est Ennio Morricone et c'est Andrello Badalamenti. Oui. C'est le compositeur de Twin Peaks, la fameuse musique de Twin Peaks. Oui. Tu la reconnais. Ah bah oui. C'est obligé. Tu l'écoutes, tac, tu la reconnais. Tout. Ah bah oui, ça... D'ailleurs, moi, j'adore le thème, parce qu'on parlait d'électro, la reprise de Moby sur le thème de Laura Palmer. Incroyable aussi, tout. Moby aussi, tout. Tu vois, Moby, c'est d'électro, il a fait des compositions incroyables, tout. Hein. Pour des films aussi, tout. Moi, j'ai la scène du film Hit, la scène finale. Donc, tu vois De Niro et Pacino à l'aéroport, avec cette fameuse musique derrière. C'est la musique composée par Moby, qui est. Je ne me rappelle plus du titre, mais qui est incroyable. Incroyable. Comme le film. Oui, le film. Hit, oui. Ouais. De Michael Mann. Et c'est dingue parce que quand tu parles de ce film-là, c'est que tout le monde parle de la confrontation entre Al Pacino et De Niro, mais quand tu regardes, en fait, compte, ils sont vus que même pas 10 minutes dans le film, quoi. Tu vois, ils ont tourné que 10 minutes parce que t'as la scène dans le diner et la scène finale et c'est tout, quoi. Il y a rien d'autre, quoi. Donc ils ont pas tourné autant que ça dans le film, quoi. Non. Et pourtant, c'est vraiment ça qui de base. Et pour moi, il devrait pas avoir que ça. Parce que tu as Val Kilmer aussi dedans qui joue vraiment bien. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Le pauvre Val. Oui, le pauvre Val. D'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, mais je vous conseille son documentaire. Tu l'as vu, tout le documentaire sur la vie de Val Kilmer? Non. Ah, il est incroyable. Parce que pour la petite histoire, c'est que c'est pas un documentaire fait par quelqu'un d'autre, c'est lui. Et pendant le tournage du premier Top Gun, il avait décidé d'acheter une caméra et de se filmer chaque jour comme ça dans sa vie pendant les scènes de tournage. Donc tu as des scènes dans Top Gun où il parle à Tom Cruise, des scènes de vie, tout ça, tout qui raconte des choses. Et c'est vraiment c'est lui. Et Willow, ça s'est fait juste après Top Gun? Je me rappelle plus vraiment. Le documentaire, faut que je le revoie. Et je sais que putain, il était sorti en physique en Angleterre, en Italie, en Espagne, et je crois qu'il n'est pas sorti en France en physique. Ça m'aurait intéressé. Ouais, je l'avais vu J'en ai quelques-uns, moi, des documentaires. Ah, mais celui-là, celui-là, je te le conseille fortement parce que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et je l'avais été le voir au festival du cinéma américain à Deauville. Et j'étais ressorti de là-dedans, tout, c'était versé ma petite larme, c'était waouh, il est vraiment très très bien. Il faudrait que je le regarde parce que je sais que j'avais été sur DVD Spain, c'est un site de vente de physique, et j'ai vu qu'il y était disponible. Il faudrait que je regarde s'il y a des traductions françaises dessus. En parlant de... Alors c'est... Oui. Celui-là, il faudrait que tu le prennes, que tu te regardes. Ok. Alors c'est le... Alors vous voyez pas, hein, parce que Olivier m'a passé le Blu-ray et J'aime à la fureur, un film d'André Boncel. Alors André Boncel, c'est lui qui aidait le réalisateur qui a fait C'est arrivé près de chez vous. D'accord, ok. Ah bah celui-là, faut que je le mate. Oh, C'est arrivé près de chez vous. Ah oui. Extraordinaire. Il y avait le caméraman, il y avait lui et puis il y avait le réalisateur. Bon, il est dans le film de C'est arrivé près de chez vous?
Hein? Lui, Non, en fait, c'est des rushs de bobines qu'il avait. D'accord? Et il a fait des coupures et il a monté un film avec plein de rushs D'accord, ok. de son enfance, de sa famille, de tout ça, quoi. Ah, on en revient un petit peu Et on voit un peu le caméraman de C'est arrivé près de chez vous. D'accord. Qui, Celui qui incarne le rôle de Rémi, c'est ça voilà, qui ouais. malheureusement est décédé. D'accord. Voilà, et il en parle. Voilà, il y a beaucoup d'émotions dans tout ce film-là, quoi. D'accord. Ah ouais, donc ouais, Il y a ses regrets, il y a tout ça, quoi. Ok, ouais. Donc en fait, ouais, tu fais exemple à ce que je te disais par rapport au documentaire de Val, quoi, qui a repris tout. Oui, parce qu'il doit Je te avoir, conseille d'ailleurs. parce qu'il doit avoir des regrets aussi. Val Kilmer, Ah ouais. il a eu une vie quand même un petit peu de patachon. Bah, le pire quand tu vois quand c'est fini là, c'est qu'il se guérit du cancer de la gorge et puis il meurt par derrière d'une pneumonie ou un truc comme ça, tout. Hein. Voilà. il est Val. pas mort. Il est pas mort. Ah si, il est mort, qu'il meurt. Il est décédé il y a 2 mois là, 2 ou 3 mois, même un peu plus. Ah, je savais pas. Ah, tu savais pas? Ah non. Ah bah désolé, voilà, non, je l'apprends. Ah oui, je savais pas. Quand vous voyez, maintenant vous avez la preuve que Olivier, en fin de compte, suit les réseaux sociaux que sur les pages de Blu-ray de collection. Tu savais pas? Mais non, je savais pas. Ouais, non, il est décédé. je regarde jamais la télé, Ouais, mais j'écoute pas la radio. Si, il est mort. Il est mort. Ah, il est mort. Il avait guéri de son cancer et puis quelques jours après, pneumonie, au revoir. Ah merde. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est très très. Ah oui, donc très, dur. oui, c'est doublement plus important de voir son documentaire. Ah bah je te conseille, oui. Là c'est devenu vraiment un biopic, hein, vraiment. Ah oui. Mais pour moi l'excellence, parce que quand c'est réalisé par soi-même et puis que c'est lui qui a filmé avec une caméra, je trouve ça. Puis en plus c'est aidé par son fils, quoi. Donc je trouve ça plutôt sympa. Hein. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. Bon bah je pense que notre podcast c'est bon. T'as quelque chose à conclure sur ta vie palpitante de batteur? Ma vie palpitante de batteur. T'as eu fait quand même pas même. Ouais. C'est pas donné à tout le monde Alors certes c'est une petite radio locale, mais d'avoir son émission de radio avec quelqu'un et surtout d'aller interviewer quand même The Big Stars, parce qu'à l'époque les gars de ce que tu as été interviewé, c'était quand même the Big Star. Hein, quand même. Ah oui. C'était pas n'importe qui. Hein. Après, c'était le début. Forcément. Ça aurait été 3-4 mois après. Le groupe ça aurait changé tout. Bah oui, c'est ça. Là, l'album venait de sortir. Nous, on avait écouté un titre par le biais de Roadrunner. On avait reçu une claque, hein. C'était impressionnant. Eux, ils commençaient à promouvoir cet album-là, et c'est vrai que assez rapidement, ils ont été propulsés, quoi. Et là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ouais. Nous, on a eu la chance d'arriver au tout début au tout début de carrière, quoi. Enfin, le tout début avant que ça n'explose. Ouais. Et on avait cette opportunité-là de pouvoir parler avec eux comme avec n'importe qui. Et pour conclure sur toute cette période-là, surtout sur la période radio, tout ça, tout, s'il y aurait eu un groupe, tu pourrais revenir en arrière, il y aurait eu un groupe que tu aurais fait, lequel que tu aurais vraiment adoré interviewer. Juste passer. Sepultura. Sepultura, ouais. Ah bah oui. C'est bien ce que je pensais. Là. Ah bah la période 91. Ouais. T'aimais vers la fin là, l'album qu'ils ont fait un peu brésilien, tout ça, tout, parce que c'était complètement un changement de style. Hein, quand même. Ah oui, ça a été fort. Moi j'ai bien aimé Roots. Ouais. Roots, après oui, effectivement, c'est plus du tout la même chose que Rise. Mais moi j'ai bien aimé, moi. Moi j'ai bien aimé Roots. J'ai trouvé ça courageux. Ouais, et ça a fonctionné parce que justement ça sortait du sentier battu, quoi. Et c'est les albums comme ça qui fonctionnent. Et ils n'ont pas essayé de faire un revival comme Metallica ou autre, les Guns, tout ça, tout, de ressortir quelque chose ou en faire des concerts
avec Après, ça a continué. Ça a jamais Mais terminé. c'est le groupe, là, il en est où à l'heure actuelle tout, Le groupe, à l'heure actuelle, ils ont fait la tournée d'adieu l'année dernière. Ouais, ok. Donc le groupe, il est à zéro. Ouais, d'accord. Maintenant, alors, il y a beaucoup de bruit qui court comme quoi le groupe va se reformer, puisque la deuxième partie du groupe qui avait fait faire le Sepultura nouvelle version a décidé d'arrêter. Après, comment ça s'appelle, il y a Igor et puis Max qui, eux essayent de réveiller le début de Sepultura, ce qui s'est passé entre 84 et 87. Et maintenant, ils sont arrivés aussi au bout. Et donc, les deux sont arrivés au bout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de recoller le truc. Ouais. Alors, je pense qu'il y aurait peut-être moyen avec le guitariste, Andreas. Mais pour moi, je reste à peu près sûr et certain que Polo, il veut plus en entendre parler, quoi. Donc, je pense que si effectivement il y a quelque chose qui se fait, ça sera sans le bassiste. D'accord. Bon, après, on va me dire, c'était peut-être la personne la moins intéressante du groupe, peut-être. Ouais. S'il y a une reformation sans Polo, bon, c'est pas trop grave, on va dire. C'est dommage, parce que bon, on aurait voulu avoir l'unité. Mais moi, j'y crois pas trop à cette reformation. D'accord. Parce qu'il y a déjà, il y a deux façons de vivre qui sont complètement différentes. Ils habitent extrêmement loin les uns des autres et ils ont des activités complètement différentes. Donc, ok. trouver, et puis il faudrait qu'ils se reparlent un petit peu. Là, en 20 ans, ils se sont téléphonés 3 fois. Donc, s'ils le font, les fans, ils vont penser que c'est pour l'argent. Donc, est-ce que... voilà, il va y avoir beaucoup de questionnements. Et puis, est-ce qu'ils ont encore la hargne? Si c'est pour se reformer et puis refaire la même chose qu'ils faisaient avant en moins bien. Question dernière, et on va clôturer ce podcast. Est-ce que tu as l'oreille musicale? Est-ce que tu es fort au blind test? J'ai besoin de temps. Si je te fais un petit son comme ça, je me rappelle... Désolé pour le portable. Si je te fais un petit son comme ça, c'est pas le son du portable que je veux faire. Est-ce que tu peux me retrouver le nom du groupe, tout en sachant que je l'ai plus dans la tête, moi, mais moi j'adorais ce son-là, parce que pour moi il était plein d'énergie et assez fou. Ça faisait... Ah oui. Si, ça me parle, ça. Les paroles, ça faisait wow. Oui, ça me dit. Oui, si, ça me parle. Ça me parle, mais après, faut que j'arrive à remettre un... Alors peut-être vous entendez. Alors désolé pour les paroles, mon yaourt là, mais la basse, ça dit ton. Non, mais je vais retrouver, mais il me faut du temps. Putain, je me rappelle plus de ce ça va. Le mec, il avait la boule à Z, tout, et puis il était assez. On dirait que c'était un boxeur, il était brusque, quoi. Tu vois, c'était très métal, un petit peu comme Mike Muir de Suicidal Tendencies. Oui, voilà, c'est ça. Un petit peu comme ça. Ouais. Mais je me rappelle plus. C'est Respect, c'est Pantera. Voilà. C'est la chanson Respect de Pantera. Voilà, c'est ça. Respect. Walk. Non, c'est la chanson Walk. Ouais, Walk, ouais. Voilà. Ah, celle-là me faisait triper à chaque fois. Respect. Et puis le clip, il est terrible, il lance le micro, il crache. Ah ouais, mais quand je l'entendais, j'avais juste une envie, c'est de pogoter, quoi. Elle est pleine d'énergie, ce son, c'est fou, quoi. Le Pantera, les 4 albums, ils sont fous. Hein. Ouais. Maintenant, bon, je trouve ça sympa qu'ils aient reformé le groupe en hommage. Ouais. En hommage aux frères Abbott. Mais bon, je pense qu'ils vont peut-être un peu trop loin là. Et les Guns, qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'ils reviennent comme ça, tout qu'est-ce que t'en penses de
Slash, tout ça, tout, d'être revenu, tout. Toi, t'es pour que des groupes comme ça reviennent comme ça ou ouais, Olivier après... Grimace. Ouais. Bah, non, je suis pour qu'ils reviennent, c'est bien. C'est bien, mais bah, ils font croire aux fans qu'il va se passer des choses et il se passe rien. Ça fait combien de temps qu'ils disent qu'ils vont sortir un album et qu'ils sortent pas? Ouais. Et les deux titres qu'on a entendus là, c'était quand même assez moyen. Hein. School, quelque chose. Ouais. On retrouve pas le Guns d'avant quoi. Et puis bon bah, Axl Rose, il a plus la voix. Enfin, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Est-ce que ça vaut le coup parce que, comme ça s'appelle, si on a envie d'écouter Guns N' Roses, on a envie de mettre un ancien album. Hein. On n'a pas envie. C'est ça. Voilà, maintenant on trouve ça. Oui, c'est fun, c'est sympa, mais faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Surtout qu'on n'a pas l'équipe au complet. Ouais. Encore, bon, s'il y avait vraiment tout au complet. Bah, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Hein. Moi, dans tout autre genre, par exemple, moi, Dépêche Mode, j'adore Dépêche Mode. Il y a les anciens titres, je les écoute toujours en boucle. Les nouveaux titres, maintenant, tu sens que c'est plus. Oui, et puis tu m'as dit, ils sont passés à Beauregard, et puis c'était à moitié catastrophique. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Ils en peuvent plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Si à un moment donné. Si tu commences à venir avec la canne sur scène. Allô, public, ouais, c'est ça, quoi. Non, à un moment donné, et puis c'est une bande-son qui est derrière. Bah voilà, c'est ça, quoi. Il faut. Alors forcément, bah oui, les fans, ils vont être là. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, on peut être, et puis bah, il y a un moment pour tout, quoi. C'est ça. Voilà. Et bah, c'est le mot de la fin. Il y a le mot de la fin, c'est qu'il y a un moment pour tout. Il parlait de reformer Motorhead, mais non, Lemmy, c'était Lemmy, et puis voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, faut savoir garder le meilleur. Voilà. Bon, bah merci Olivier. Bah merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous nous avez suivis tout au bout. Je suis désolé s'il y a quelques bris de c'est la fête foraine à Aéroville. Ah oui, bah c'est la sortie de Beauregard. Ouais, voilà. Les gens s'en foutent. Hein. Voilà, les hélicos, sifflets, voitures, les scooters, c'est la fête. C'est la fête à Aéroville. Bah, merci Olivier. Merci à toi. Et puis on donne rendez-vous pour un prochain numéro. Sans doute, oui, bah, au mois d'août ou au mois de septembre, ça dépend. Je pense, oui, au mois d'août. Là, on repartira sur une base de cinéma. Il y a quelques petits trucs que je voudrais voir avec Olivier. De toute façon, on en parlera pas là. Pour vous, ce sera une surprise. Il y avait un commentaire quelqu'un m'a demandé pourquoi pas faire un spécial série. Oui, moi, ça m'intéresse. Ça pourrait être partant. Alors, moi, je suis ça veut pas dire. Alors attention, ça veut pas dire. Je sais que t'es pas trop série, mais ça veut pas dire série Netflix ou autre. On peut parler aussi des anciennes séries comme Le Prisonnier, pour Twin Peaks. On peut parler aussi d'X-Files. Même si on va pas rentrer dans tous les épisodes parce que bon, on n'a pas des souvenirs. On pourra aussi parler d'une série que tu aimes et que j'aime aussi, La Quatrième Dimension. Ah oui, la Quatrième Dimension. Il y a quelques épisodes à parler qui sont très intéressants. Donc tu vois, sur les séries, et puis j'aurai aussi quelques petites séries que j'ai vues sur Netflix, je vous en parlerai. Il y aura des il y a de bonnes choses et il y a d'autres choses, faut oublier. Mais voilà, il y a plusieurs concepts à arriver. Allez, on se laisse. Je vous dis à très très vite. Ciao, bye. Bye.